J'ai ça l'enregistrement. Donc en tout cas, je vais zoomer un petit peu et voilà. Donc ouais, j'ai essayé de refaire un peu. Donc comme c'est vrai c'est comme Sylvain il a assisté au cours déjà de samedi soir. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce cours. Et, pas beaucoup de problèmes, mais ça veut dire voilà. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Ça veut dire voilà ce qui est sorti quoi. Et on verra bien. Ça veut dire, donc, de côté, c'est pas, voilà. Donc, c'est KJV. Donc, nous, on est dans le Pérec, on est dans les lois des rois, on est dans le chapitre 7, halakha 2, dans la deuxième halakha. Voilà. C'est le roi, je crois que c'était. Ok, c'est là. Donc, ok, donc, j'y vais. Donc, on nous dit, donc, voilà, je lis le Rambam, et après, on va essayer, je vais voir, j'ai changé l'ordre de ce que j'ai fait. Bon, je lis le Rambam, je commence. T'es permis, Medaber, Meshuach, Melchama, Elam. Donc, le Rambam me dit que le discours, puisqu'on est en train de parler en fait du discours que le Cohen qui était loin pour la guerre, il devait faire au peuple, donc on nous dit en fait qu'il le faisait deux fois. Je t'ai permis, Medaber, Mashuach, Milchama, en tout cas, il parlait deux fois. Deux fois, le Cohen, Mashuach, Milchama, il parlait au peuple. Achat Bastefar, une fois sur la frontière, c'est-à-dire qu'a priori, quand il sort de la frontière d'Israël, puisque normalement tout ce discours, comme on avait vu avec toutes les histoires, c'était, enfin, en tout cas, principalement, la paracha, elle parle d'une guerre facultative, donc c'est une guerre de conquête, donc c'est normal qu'ils sortent de la frontière d'Israël. C'est-à-dire, voilà, ça ne parle pas d'une. Parce que dans une Milchemet Mitzvah, on avait parlé la semaine dernière, est-ce qu'il y avait oui un discours, pas de discours, etc. Mais en tous les cas, on a vu le Rambam, il semble dire dans la rade d'avant que oui, dans les mitzvot, il disait que non, etc. On avait parlé, mais en tous les cas, bref, en tous les cas, donc on dit Akad Bisfar, ça veut dire une fois dans le, une fois dans le Sfar. Ça veut dire donc une fois sur la frontière. Kodem Shiyahu Amirkama, ça veut dire avant qu'ils sortent et qu'ils organisent la guerre, qu'ils organisent le combat. Et donc là, il dit Omer Laham, donc le Kohen, il dit au peuple Mi Haïsh, qui est l'homme, Ashernata Kerem Velo Chilelo, qui a planté une vigne et qui ne l'a pas la dernière fois consommé, je crois qu'on avait dit, est-ce que Sylvain l'avait dit la dernière fois, j'ai oublié un nom depuis. Je crois que c'était consommé ou il y avait entamé. Donc, qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas entamé. Donc, c'est ce qu'il dit, je fais lire à traduire le Rambam. Donc, chez Ishma Devarav, et donc, quand il écoute ces paroles, Yarzor Molcha Milchama, donc, il rentre donc donc ça veut dire des organisations de la guerre. Et donc, ce qui veut dire, je finis encore la phrase, et une deuxième fois, donc le Kohen il parle lorsqu'on organise la bataille, la guerre. Omer, donc là il dit, Altireu, Val Tarpezu, ça veut dire n'ayez pas peur et ne paniquez pas, etc. Ça veut dire, je vais dire ça parce qu'il y a, bon, voilà, donc ça c'est la traduction du texte. Ce qu'il y a remarqué dans le texte, on va dire d'une manière simple, c'est-à-dire ce qu'il y a remarqué dans le texte. C'est que d'abord, donc, il semble dire que voilà, tout ça, on va refaire en détail, les préparer petit à petit, etc. Mais c'est-à-dire que il semble dire voilà, le peuple, il va à la frontière. À ce moment-là, le Kohen, Mashiach Milchama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qui est l'homme qui a planté une vigne, etc. Ok, ça veut dire quand Maïmonide, il a cité cette histoire de qui est l'homme qui a planté une vigne. A priori, c'est pas vraiment uniquement ça, puisque en fait, il y a la vigne, la maison, le mariage, et donc a priori, il fait allusion aux trois. Et que simplement, quand il veut dire Vegomer, ça veut dire et la suite de la paracha. Maintenant, un des problèmes, tu vois que, comme je dis, tu vois, c'est Rav David Bardot, il pose cette question, j'ai vu personne qui répond, je n'ai pas dit que moi je vais avoir une réponse. C'est qu'en réalité, quand on regarde dans la paracha, le Kohen, la première chose qui, à travers il commence, c'est la maison. C'est d'abord marqué qui est l'homme qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée, qui rentre chez lui, ensuite la vigne, ensuite le mariage, ensuite la femme. Et le truc, donc en fait, c'est ce qui est difficile déjà, c'est une remarque simplement sur le texte de Maïmonide, c'est que si vous voulez citer simplement le début des conditions, le début du texte, donc il aurait dû prendre le cas de la maison, quoi. C'est bizarre, tu vois, qu'ils prennent le cas de la vigne qui est au milieu, quoi, qui est ni le dernier ni le premier, quoi. Alors, tu vois, si vous voulez dire en fait qu'il parle des trois, alors il aurait, tu vois, qu'il voulait dire simplement le début de la paracha, il aurait dû parler de la maison. Et ça, bon, c'est une anomalie en fait dans le texte de Rambam. Peut-être après, je vais essayer d'expliquer quelque chose avec ça, mais ça veut dire, en tout cas, c'est une question. Tu vois, c'est la question de David Pardo dans son Sefer. David Pardo pose cette question, je pense que sur le commentaire qu'il a fait sur la Tosefta.
Ok, ça c'est une chose. Maintenant, deuxième chose qu'il faut comprendre, ça veut dire, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Maïmonide, ce qu'il veut dire ici, c'est que Maïmonide, il veut dire aussi que donc, le premier discours, il a lieu sur la frontière. Il dit Kodem chez Yahu Milchama, avant qu'ils organisent la bataille. D'accord? Donc, il leur dit à ce moment-là qui est l'homme qui a planté, etc., une vigne, etc., etc. Donc, normalement, tu te dis, OK, maintenant, ils rentrent chez eux à partir de ce moment-là. Maintenant, cependant, quand on regarde le langage de Maïmonide, on voit quand il dit dans la troisième ligne, il dit que chez Ishma Devarab, lorsqu'il va entendre les paroles, Yarzor Meocher Milchama, il va rentrer des préparatifs. Ocher Milchama, c'est de l'organisation de la bataille ou de la guerre. Or, avant ça, dans la deuxième ligne, Maïmonide, il avait dit quand ils sont sur la frontière, Kodem Shiyahu Milchama, avant qu'ils organisent la bataille. Donc, ce que ça veut dire, parce que ça veut dire a priori, ça veut dire si on veut être méticuleux dans le langage de Maïmonide, ça veut dire que lui veut dire qu'en fait, le Cohen, il disait ces trois choses, qui est l'homme qui a construit une maison, qui est l'homme qui a, etc., etc., au moment où ils étaient sur la frontière. Et les types qui avaient construit des maisons, etc., des vignes et tout ça, qui étaient fiancés, ils rentraient pas malgré tout. Ça veut dire qu'ils rentraient pas chez eux à ce moment-là. Ils allaient là où est-ce qu'on allait organiser la bataille. Et après ça, de là-bas, ils partaient. Ce qui est, tu vois, étrange, tu vois, ça veut dire, en tout cas, c'est ça ce que ça veut dire si on est méticulé dans le langage de Rambam, c'est ça ce qu'on a l'impression. Et ensuite de ça, ça veut dire qu'ils allaient, donc voilà, ça veut dire bien qu'à la frontière, on leur faisait un discours, en fait, il était mis en pratique qu'à un moment de l'organisation de la bataille. Maintenant, ce que Maïmonide veut dire, une autre idée qu'il y a dans le texte qu'il faut remarquer, voilà, c'est qu'en fait, et ça on l'avait déjà vu un peu la semaine dernière, et on va refaire dans la Torah parce que je sais que vous avez oublié, etc. Mais c'est qu'en réalité, parce que moi aussi j'avais oublié, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que le discours du Kohen Gadol, du Kohen Mashpach Milchama, en réalité, il était, comment dire, divisé en deux parties. Dans la Torah, il y a deux psukim qui disent, écoute Israël, n'ayez pas peur, etc., etc. Hachem, il va faire la guerre pour vous. Et donc, c'est une sorte de discours de motivation pour que les gens n'aient pas peur de la guerre. Et ça, a priori, c'est ce qui te dit Maïmonide, cette partie du discours qui, dans la Torah et tout au début, elle était dite le jour de la bataille. Voilà. Et ça, c'était pas dit sur la frontière. Par contre, ce qui était la deuxième partie du discours du Cohen, qui est celui qui a construit une maison, qui est celui qui a planté une vigne, etc., etc., qui rentre chez lui, cette partie-là, elle était dite en fait sur la frontière. C'est ça, ça veut dire la traduction, tu vois, ce qui sort de Maïmonide quand on lit, on traduit, c'est ça, quoi. Et je peux relire encore une fois le texte, si vous voulez. Donc, on te dit, c'est-à-dire donc le Cohen qui est témoin pour la guerre, il parlait deux fois au peuple. Achat Bisvar, une fois sur la frontière, au moment où ils sortent avant qu'ils organisent une bataille, la guerre. Omer Laham, donc il dit au peuple, Mi Aish, qui est l'homme, Ashanata, Kerem, Velochilelo, qui a planté une vigne et qui ne l'a pas entamée. Et donc ça veut dire les trois choses, mais ça ne parle pas du discours de motivation. Et ensuite, Maïmonide dit que chez Ishma Devarav, Yarzor, Meocha Milchama, quand il écoute ces paroles, il rentrera, Meocha Milchama, a priori, du moment de l'endroit où on organise la bataille. Ça veut dire qu'il va en dehors de la frontière, il suit les troupes, mais au moment de l'organisation de la bataille, il rentre. Et ensuite, on te dit, Vachad Meocha Milchama, et donc ensuite, il y a un deuxième discours qui a été fait au moment de la bataille. Donc, c'est la partie de motivation où il leur dit de ne pas avoir peur, etc. Attirez-vous, n'ayez pas peur et ne craignez rien. Ok, ça, c'est ce que Maïmonide dit chez nous. Simplement, je vais faire aussi la halakha d'après. Où, en fait, où le Maïmonide, en fait, dans la halakha 3, il va être plus explicite sur ce qui se passe, sur le discours qui est dit le jour, en fait, de l'organisation de la bataille. Je pense qu'on va reprendre après la halakha Gimel la prochaine fois, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il faut quand même le lire pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il y a un point je lis donc les traduits à la 3, il dit au moment où on organise donc les régiments, on va dire comme ça, je ne sais pas comment traduire ça autrement, c'est-à-dire au moment où on organise, je sais pas, les régiments, même kirevim leilachem, et donc ils sont proches de faire la guerre. Donc le Kohen qui est loin pour la guerre. On organise les troupes, peut-être. Voilà, on organise les troupes. Les troupes.
Ok, on organise des troupes. Ok, je vais organiser des Parce que troupes. les régiments, ça ferait une grosse excursion, mais là, les troupes, ouais, ben, il y a plusieurs régiments. Oh là. On est que là, les troupes, il y a encore de troupes. Bon, Ok, enfin, c'est une idée comme ça, hein, on n'est pas obligé de la suivre. Hein. ok, d'accord, ok, d'accord, ok. Alors, au moment où on organise les troupes, donc même qu'il y avait les Larem qui sont proches donc, de faire la guerre, de la bataille, Mashiach Milkama, donc le Kohen qui est loin pour la guerre, Omed, il se dresse, mais Makom Gavoa sur un endroit surélevé, Vechol Amarachot Lefanav, et donc toutes les troupes sont devant lui. Vomer Lahem Vilishon à Kodesh, et donc il leur dit en hébreu, ça on verra que pourquoi il faut que ce soit dit en hébreu, mais c'est la Torah a priori, c'est une des rares choses qu'ils doivent dire en hébreu et ne peuvent pas dire différemment. Shema Israël, donc écoute Israël, Atem Kirevim Ayom la Milchama Loivechem, vous êtes proches aujourd'hui pour faire la guerre sur vos ennemis. Aliach levafrem, donc que votre cœur ne soit pas ramolli. Al tireu, al tarpezu, n'ayez pas peur, n'entrez pas en panique. Al tarsu, c'est la même chose, ne soyez pas, je sais pas, angoissés, mipenem devant eux. Kachem elokechem, olach imachem, elachem lachem, imoivechem, lochiatrem. Ça veut dire parce qu'Hachem, votre Dieu, il vient avec vous pour se battre avec vous, contre vos ennemis, pour vous sauver. Ok, Adkan, donc tout ça, c'est ce que le Mashiach Milchama disait le jour de la guerre, mais c'est pas fini. On dit en tous les cas, Adkan Mashiach Milchama, jusque-là, donc le Mashiach Milchama, ça veut dire le Kohen qui était moins pour la guerre, il disait, le Kohen Acher Tartav Mashmi Aroto Lechol Ha'am Lekol Ram. C'est la toute cette partie, donc, qui est le discours de motivation. C'est le Kohen Mashiach Milchama qui le disait. Il y avait un autre Kohen, ou des autres Kohanim qui servaient de, on va dire, de micro vivant, qui allait répéter ça à tout le peuple, puisqu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Ensuite, la deuxième partie du discours, c'est là ce qui m'intéresse moi, c'est que donc le Mashiach Milchama dit Mi'ai Shasha Bana Baïd, qui est l'homme qui a construit une maison, ou Mi'ai Shasha Natakerem, qui est l'homme qui a planté une vigne, ou Mi'ai Shasha Iras, qui est l'homme qui s'est fiancé. Et donc, le Mashiach Milchama, Adkan Mashiach Milchama Medaber, donc c'est le Mashiach Milchama qui le disait. Le Mashoter, qu'on peut dire, c'est l'officier, Mashmiya Lekolam, il faisait écouter ça à tout le peuple. Voilà, après ça, il y a une troisième partie du discours qui a été dite par les officiers et pas par le Kohen lui-même, qui est ensuite l'officier lui-même il dit, qui est l'homme qui a peur, etc., et qui rentre chez lui. Et il y avait un autre officier qui faisait passer le message à tout le peuple. Donc ça, c'est le discours qui se passait le jour de la guerre. La partie qui m'intéresse pour moi aujourd'hui, c'est que ce qui est notoire, quand on va dire, c'est que donc le Kohen Mashiach Milchama, le jour de la bataille, il répétait cette histoire de qui est l'homme qui a construit une maison, qui est l'homme qui a planté une vigne, etc., qui est l'homme qui s'est fiancé. Donc, c'est-à-dire que selon Maïmonide, pour expliquer encore en deux mots ce qui se passe, c'est que le Kohen, il disait ses conditions. Ça veut dire, le jour de quand il arrivait à la frontière, avant la bataille, bien avant la bataille, donc le Kohen, il faisait un premier discours dans lequel il disait qui est l'homme qui a construit une maison, qui est l'homme qui a planté une vigne, qui est l'homme qui s'est fiancé, qui rentre chez lui, etc. Les gens, ils rentraient pas chez eux. Ils venaient jusqu'au jour de la bataille. Le jour de la bataille, le Kohen, il refaisait le discours en rajoutant la partie motivation qui était les deux premiers versets, que Hachem va faire la guerre pour vous, il va vous sauver, n'ayez pas peur. Ça, c'est la première partie du discours. Mais en plus, il répétait une deuxième fois ces trois conditions, ces trois choses, qui est l'homme qui s'est fiancé, qui est l'homme, etc., etc., etc. Et il y avait un officier qui raconte, et c'est lui qui a peur aussi, qui rentre chez lui. Et ensuite, à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, a priori, que les gens qui n'étaient pas concernés, qui avaient une exemption de la guerre, qui rentraient. Voilà, donc, ça, c'est comment ça se passait, selon Maïmonide, a priori, tel que c'est écrit. On va dire une question quand même assez évidente, quoi. C'est à quoi ça servait de faire soit le premier discours, soit le deuxième discours. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il répète deux fois, en fait, cette histoire-là de qui est l'homme qui a construit une maison, etc. Ça veut dire comme si, voilà, de toutes les manières, il devait aller jusqu'au champ de la bataille pour pouvoir assister. Il fallait qu'il assiste au deuxième discours, quoi qu'il arrive. Donc, à quoi il servait le premier discours exactement, quoi. Donc, c'est assez bizarre. Voilà, c'est une question, quoi. Je veux dire. Ouais, dans ça, tu veux dire un peu, c'est jamais, pourquoi pas, je veux dire, mais ça veut dire, ouais, mais on va voir ce que dire, pourquoi je dis ça, parce qu'on va voir la vie de Rachid, par exemple, qui est la plus normale, quoi, c'est que lui, et c'est ce qui sort plus de la Gemara, c'est de dire que sur la frontière, il y avait le discours qui disait, qui est l'homme qui a construit une maison, qui est ce et en fait, c'était ces gens-là, déjà, bon, ils étaient exemptés, ils rentraient chez eux, et ensuite, sur le champ de bataille, le Kohen, il faisait que le discours qui parlait de la motivation, n'ayez pas peur, etc., etc., quoi.
ça veut dire c'est plus a priori c'est plus logique quoi. Ça veut dire, ce que je veux dire c'est que comme on va voir tout ça on va faire, je suis obligé, tu vois, j'ai pas envie de trucs, mais c'est-à-dire comme il n'y a rien dans les textes en fait, tu vois la question c'est pourquoi est-ce que Maïmonide, qu'est-ce qui l'a poussé en fait à dire que le discours a été répété 2 fois, quel serait l'intérêt, etc. Tu vois, ça veut dire c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire voilà, c'est vrai, il faut regarder les sources, tu vois, donc en fait le truc c'est d'abord de regarder les sources. C'est que ça, c'est ce que Maïmonide dit. Et donc, contrairement à ce que je viens d'appeler la version, du coup, je vais passer à. Je pense que je vais passer dans le texte de la Torah directement. Et ensuite, voilà, vers le Sifri. Et voilà. Donc, OK. Voilà, pour revenir, tu vois, dans le texte, parce que je sais que, voilà, que même si on l'a fait la semaine dernière, que si on refera la semaine prochaine, voilà, quoi, ça veut dire. On ne peut rien à le relire plusieurs fois. Et même comme ça, on l'aura oublié la semaine d'après. Mais bon, c'est pas grave. Qui était donc, en tout cas, donc le passage qui dit, ouais, donc qui était la milchama à l'oivera. Donc le verset dit quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, ve'aita sus varechev, et tu verras donc des chevaux et ça veut dire des chariots, amrav mimecha, ça veut dire un peuple plus nombreux que toi. L'otira mehem, ça veut dire n'aie pas peur d'eux. Qu'Hachem Elokecha imach, parce qu'Hachem ton Dieu est avec toi, Malcham et Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. A priori, ça c'est, on va dire, c'est l'introduction quoi. Ça, ok. Ok, on te dit, Vaya quelqu'un rofrem et la milchama, et c'est la sœur lorsque vous voir. Là, dans l'introduction, on voit bien que ça se passe au moment de la guerre, parce que tu vas pas, quand tu es à la frontière, tu vois pas encore les ennemis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Surtout si tu es dans une guerre facultative, quoi. Ça veut dire. Ouais, ce qui est encore pire de tout ça, c'est l'idée que Dieu est avec toi dans la guerre facultative, c'est un peu compliqué, il va pas se battre. Enfin, ça me. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Que ça veut dire que pourquoi tu vas faire une guerre de conquête contre quelqu'un qui est plus fort que toi, puisque c'est ce qui est écrit, et tu dis, ouais, Hachem va nous aider, c'est bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est tout ça. Je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a posé problème quand j'avais. Ça veut dire quand tu vois quand j'ai étudié ça et ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. C'est pour ça que je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, c'est pas le seul problème qu'il va y avoir. Mais bon, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire, a priori, tu n'as pas à te mettre dans une position de danger si tu n'es pas obligé de le faire. Surtout, a priori, ici, c'est de te battre contre une armée qui est plus grande que toi, alors qu'il ne t'a pas attaqué et que c'est toi qui vas. Tu vois, s'ils ont consulté Urim et Tuvim, a priori, c'est que jamais été avec eux dans la guerre, quoi. Mais bon, ouais. Mais c'est quand même bizarre. C'est étrange, tu vois. Je suis d'accord, c'est étrange, tu vois. Oui. Ça veut dire, voilà, si c'est une guerre facultative, tu vois, tu te demandes, c'est-à-dire, voilà, comment Bikal t'aurais le droit d'aller faire une guerre contre quelqu'un qui t'attaque pas et qui est plus nombreux que toi, tu vois, rien que pour, je sais pas quoi, pour, ça, tu vois, pour le plaisir. Tu vois, ça rien, on va dire, ouais, que Hachem, il va nous aider. Pour le butin, pour le butin. Ok, pour le butin, mais bon, mais c'est pas vieux. Oui, non, c'est clair que c'est ça la raison. Mais, les guerres de David, c'était pour ça, c'était pour l'argent. Il leur disait. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord, mais ce que je veux dire, oui, mais bon, mais ça veut dire, est-ce que tu. Ouais, non, ouais, a priori, c'est vrai. A priori, c'est vrai. J'en sais rien, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. J'en sais rien. Ok, les maladies, ça fait vraiment penser aux mecs qui font le CO2 et tous ces trucs-là, tu vois. Tu vois, ça veut dire, allez, on y va, c'est pour l'argent, on est là, on va conquérir. C'est dans l'ADN. D'accord. Ok. Amen, que ça soit comme ça, tu vois. Nous, on peut le dire. Ok, ça veut dire, a priori, c'est ça, a priori. Bon, mais c'est quand même étrange, moi, je trouve quand même que la question, elle est Ok, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, c'est ce qui est marqué en tous les cas. Donc, ça veut dire, en tous les cas. Donc, en tous les cas, mais ça a raison qu'en fait, a priori, c'est que c'est sûr que ça parle quand la bataille, ouais, on voit l'ennemi en face, etc. Ok, donc on avance. En tous les cas, pour dire, donc il leur dit, donc le Cohen. Oui. Non. Donc, dans le Pasuk Bet, on dit Vaya kekarofchem el milchama, et ça sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre. Penigash Cohen vediver el Ham, et donc le Cohen, il va se rapprocher du peuple, il va parler au peuple. Il va parler au peuple. Penigash Cohen vediver el Ham. Vamar alehem, il leur dira Shema Israël, écoute Israël, Atem kerevim ayom la milchama, vous êtes proches aujourd'hui d'aller faire la guerre, aloivechem sur vos ennemis, al yachlevafrem, donc c'est-à-dire donc ne
que votre cœur ne soit pas ramolli, altirou, atarpezou, donc n'ayez pas peur, ne soyez pas en panique devant eux. Qui Hachem Elokechem, parce qu'Hachem, votre Dieu, Aoler Kimachem, il va avec vous, les Lachem Lachem, pour faire la guerre pour vous, Ima Yivechem avec vos ennemis, Loshia Etchem, pour vous sauver. Et donc, ça c'est le Kohen Mashiach Milchama qui dit, et donc ça, c'est les deux versets, on va dire, du discours motivation, qui normalement, ça, pour le coup, on a vu dans Maïmonide, etc., comme on va voir dans la Gemara, ça, c'était dit le jour de la bataille elle-même, pas sur la frontière, d'après tout le monde, quoi. Et tu vois, et ça se voit du fait qu'il y a marqué Hayom la Milchama. Vous êtes proche aujourd'hui pour la guerre. Donc, c'est-à-dire que ce discours-là, il était fait le jour de la guerre elle-même. Et donc, selon la suite, donc, par contre, à partir du Pasuk 5, a priori, ça veut dire qu'il faut dire que c'est quelque chose qui est chronologiquement, tu vois, décalé. C'est parce que la suite du Pasuk, c'est Vedibou Shotrim, El Am les morts, et les officiers diront au peuple en disant qui est celui qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, qu'il aille et qu'il rentre chez lui dans sa maison, de peur qu'il meure dans la guerre, et qu'un autre homme va l'inaugurer. Donc vous voyez, donc c'est la maison d'abord, donc c'est pour ça c'est bizarre pourquoi Maïmonide il a cité la vigne qui est au milieu. Et alors, ça veut dire qu'il aille et qu'il rentre dans sa maison. Et qu'un autre homme, ça veut dire l'entame. Voilà. Et qui c'est qui s'est fiancé avec une femme, mais qui ne s'est pas marié avec elle. Et là, qu'il aille et qu'il rentre dans sa maison. De peur qu'il meure dans la guerre. Et qu'un autre homme s'est marié avec elle. Et après, on te dit, et donc après ça, donc là maintenant, ils continueront les Shotrim. Donc Maïmonide a dit, c'est les officiers qui disaient ça. Donc ce discours-là, encore une fois, ce que je veux dire, et ça on va le voir après, mais c'est-à-dire que ces trois psukim-là, 5, 6, 7, en fait, ça, d'après Rashi, c'était dit en fait à la frontière, c'était pas dit sur le champ de bataille, et donc c'est hors séquence. Selon Maïmonide, c'était répété en fait sur le jour du champ de bataille, mais c'est quand même hors séquence parce que c'était quand même dit aussi une fois avant, et il faut voir en fait où est-ce que c'est mentionné que c'est dit une fois avant. Tout ça, ici dans la Torah, pour l'instant, quand on lit le texte, on n'a pas l'impression qu'il y a deux discours, on a l'impression qu'il y a un seul discours qui est dit le jour de la bataille. Mais je vais revenir après sur ça. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, voilà, c'est que voilà, il y a le discours motivation, les trois versets qui excluent en fait celui qui s'est soit fiancé, soit qui a construit une maison, etc., ou bien une ville. Ensuite, on te dit, donc, et ça c'était dit par le Kohen, et comme Rambam il a dit, et répété par les officiers, cette partie-là. Et par contre, la dernière partie, elle était dite uniquement par les officiers. C'est Veyasua Shotrim Ledaber Elam, ils vont parler les officiers au peuple, Vamro, ils diront, Miaisha Yare Verhalevav, qui est l'homme qui a peur, et voilà, qui a un cœur doux, ou qui a un cœur mou, quoi. Yalach Viajav Leveto, qu'il aille et qu'il rentre dans sa maison. Et ça veut dire qu'il ne ramollisse pas le cœur de ses frères, qu'il va vaut comme son cœur à lui. Voilà. Et ensuite, on te dit, dernier passage, et cela sera lorsque les officiers ils auront fini de parler au peuple. Et donc, on mettra des chefs d'armée à la tête du peuple. Ce qui est, on va voir, un peu étrange parce que normalement, quoi, les généraux, pourquoi on les mettrait juste le dernier moment avant la bataille, quoi. Tu vois, c'est vraiment que tu as peur qu'il y ait de l'espionnage ou un truc comme ça, je sais pas. Tu vois, ça veut dire, ok, mais en tous les cas, voilà, ça c'est ce que les psukim me disent. Maintenant, pour expliquer en fait la source, donc en fait, quand on lit les versets, évidemment, il n'y a pas de. C'est pas simplement si c'est les généraux qui se barrent. Donc, c'est ça. On va voir, mais c'est une question parce qu'on va le voir après. Si tu veux, les Bouchalim va poser la question. On va voir de quel généraux il est question, etc. Mais ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est un peu étrange quand même. Tu vois, je pense qu'il y a quand même un truc étrange que ça veut dire, voilà, quoi, que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de généraux, il n'y avait rien. Ça veut dire, ok, ça veut dire que tout le monde arrive comme une sorte de, tu vois, comme une troupe comme ça, comme une fée de rugby. Ou qu'il démissionne, bien sûr. Oui, c'est pas très smart, c'est pas très galant, mais enfin, on a ça. Hein. Ouais, ok, je sais. Tu vois, je regarde Sylvain qui est là. Bonjour. Bienvenue dans le cours. On est en train de parler. Désolé, j'ai un agenda un peu bousculé en ce moment. Ok, mais c'est bon. Voilà.
On est en train de parler des généraux, on est en train d'expliquer. On est en train de parler des généraux, voilà, c'est pour arriver, voilà. Je loupe les meilleurs cours. Mais non, les meilleurs coups. Mais non, mais il est là, on est encore au début. Hein. Simplement, tu vois, c'est-à-dire qu'on est en train donc on refait la paracha du discours du Cohen Mashiach Milchama, donc du Cohen qui est moins pour la guerre. Et on était simplement pour l'instant arrivé au dernier verset, enfin au dernier verset de la paracha qui en compte 9. Et à la fin donc du discours, etc. On te dit, je remarque parce que j'ai scroll, je ne sais pas comment ça se fait. Donc on nous dit Veyasfu Ashotrim, je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, dans le verset 8 ou 9, c'est-à-dire on dit voilà, les officiers ils vont terminer de parler au peuple en disant qui est l'homme qui a peur et qu'il rentre dans sa maison et qu'il ne ramollisse pas le cœur de ses frères comme le sien. Et donc dans le verset 9, on te dit Vaya kechalot ashotrim ledaber el ha'am, et ça sera lorsque les officiers, on traduit shotrim ici comme officier, ledaber el ha'am, de parler au peuple, ou fagdou saret sevarot berosh ha'am, on mettra donc des chefs d'armée à la tête du peuple. Et la question, c'est de savoir les généraux. Ça veut dire, on va voir, ça veut dire pourquoi tu mets les généraux juste avant la guerre, juste avant la bataille, quoi. C'est comme on a l'impression que c'est comme si jusqu'à maintenant, ça veut dire il n'y a pas de généraux, il n'y a rien, et en fait vraiment à la dernière seconde, on décide en fait qui c'est qui est le général, voilà. Et c'est très étrange parce que je disais, tu vois, a priori, même parce qu'on est en train de parler que c'est-à-dire, pour l'instant, on est en train d'expliquer qu'en fait, la formation de l'organisation des régiments ou des troupes, pour parler, en fait, elle se passe par étapes. On a déjà vu des officiers déjà là. Déjà, le fait même qu'en fait, il fallait rassembler déjà les soldats dans des casernes, etc., et ensuite les amener sur le front en passant la frontière. Il y a toutes ces étapes-là. On se demande comment ça peut se passer sans qu'il y ait des officiers, sans qu'il y ait des généraux, quoi. Ça veut dire que le fait même, tu vois, d'organiser... ça veut dire donc c'est étrange, tu vois, en fait, qu'on mette les généraux vraiment à la dernière seconde. Et voilà, donc ça, c'était cette question qu'on est en train de parler pour l'instant, mais en fait, donc voilà, donc ok, ça c'est, on vient de relire la paracha, mais ça simplement ça veut dire pour remettre Yves dans le bain. On est en train d'étudier donc Maïmonide dans le 7e chapitre des Lois des Rois à l'achat 2. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est que Maïmonide, il dit qu'en fait, ça veut dire le discours du Cohen, et ça on va le voir dans la Gemara, il a dit un chidouche qu'en fait, si tu veux, le Cohen, il parlait 2 fois. Il parlait une fois sur le champ de bataille et une fois avant, à la sortie, en fait, de la frontière. Je vais redire rien que pour toi, on va refaire 2 secondes le texte de Maïmonide. Si j'y arrive, je me suis trop avancé. 1 seconde, je vais y arriver quand même. 2 secondes, je pense, si j'arrive à le retrouver, je vais essayer de retrouver le texte de Maïmonide. 1 seconde. 1 seconde, voilà. Et j'ai retrouvé plus ou moins. Donc, voilà. Donc, 2 secondes, je remets le texte de Maïmonide et c'est le qu'on est en train d'étudier. Encore une fois, on nous dit Shte Pe'amim, c'est-à-dire 2 fois, Medaber Mashuach Milchama El Ha'am, donc ça veut dire le Kohen qui était loin pour la guerre, il parlait au peuple. Achat Basfar, 1 fois sur la frontière, Be'et Yotzim, au moment où ils sont en train de sortir, c'est-à-dire au moment où on va dire on forme les régiments, où ils sont dans la caserne, quoi, quelque chose comme ça. Kodem Shiyahu Milchama, avant qu'on organise la bataille, on va dire à proprement dire. Omer Lahem, donc il leur dit Mi Aish Aesher Nata Kerem, qui est l'homme qui a planté une vigne, Velo Chilelo, et qui ne l'a pas, entamé. Gjeishma Devarav Yarzor, et donc quand il écoute donc ces paroles, donc l'idée c'est que à ce moment-là, sur la frontière, on donnait les exemptions en disant qui allait être exempté de faire la guerre. Celui qui s'est planté une vigne, ou celui qui a construit une maison, celui qui s'est fiancé. Mais il semblerait du langage de Maïmonide que malgré tout, les soldats qui étaient exemptés, ils ne rentraient pas chez eux à ce moment-là. Ils allaient sur le champ de bataille. On dit que quand il écoutera ces paroles à nouveau, a priori, puisque Maïmonide va expliquer qu'il y a un deuxième discours qui est dit sur le champ de bataille. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là, elles vont rentrer du champ de bataille, mais elles doivent aller sur le champ de bataille. Ensuite, il dit Maïmonide, donc il y a un deuxième discours qui avait lieu le jour de la bataille. On organise la bataille, je ne sais pas, on forme le régiment. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit que le régiment, c'était pas beaucoup, donc je ne sais pas. On organise les troupes, ok. Ça veut dire qu'on organise les troupes. J'en sais rien qu'on organise la guerre.
C'est ça, normalement, Orcha Milchama, je ne sais pas, c'est très difficile. On organise la guerre, normalement. Orcha Milchama, c'est les organisations de la guerre. Voilà. Orcha Milchama, là, il fait son discours en disant n'ayez pas peur, ne craignez rien, etc. Hachem va vous faire la guerre pour vous. Et ensuite, on te dit que malgré tout, ça veut dire dans la Hagimel, je ne vais pas redire tout à la Hagimel, mais ça veut dire que le Cohen, il répétait encore les exemptions après avoir fait son discours de motivation qui dit n'ayez pas peur, Hachem va se battre pour vous. Il répétait en réalité, en fait son discours il répétait les exemptions de celui qui s'est fiancé, celui qui a construit une maison, qui a planté une vigne. Et à ce moment-là, donc les gens, et ensuite il y avait les officiers qui disaient qui est l'homme qui a peur. Et à ce moment-là, tout le monde rentrait, ceux qui étaient exemptés rentraient, et ensuite on mettait des chefs d'armée sur le peuple, etc. Mais la question que je veux dire, ce qu'il y a sur le texte de Maïmonide, c'est pour l'instant, c'est que quand on lit le verset de la Torah, a priori, on n'a pas l'impression qu'il y a deux discours, ça c'est sûr. Et surtout, c'est que ça veut dire a priori, ça veut dire pourquoi est-ce que le Cohen, il va répéter les exemptions deux fois, une fois lorsqu'ils sont sur la frontière, et une deuxième fois sur le champ de bataille. Et aussi, pourquoi si en fait le premier discours a été dit sur la frontière qui exemptait ceux qui étaient en fait qui étaient fiancés et compagnie, pourquoi est-ce qu'ils devaient aller sur le champ de bataille, ensuite repartir, pourquoi ils ne rentrent pas directement chez eux, quoi. C'est ça, on va dire, la question qu'il y a. On va voir que sur ces deux points, en fait, Rachid discute sur Maïmonide. Mais avant tout, là, on était revenu sur le texte de la Torah pour expliquer d'où est-ce qu'on sort cette histoire des deux discours déjà, puisque dans la Torah, a priori, on a l'impression qu'il y a un seul discours. Donc, en fait, donc maintenant, je reviens à... OK, donc j'espère... voilà. Donc, en fait, pour expliquer en fait d'où ça sort cette histoire des deux discours, ça veut dire la source, on va dire, la première qu'on peut citer, on va dire, c'est la source du Sifri. Donc, c'est le Sifri, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est tu vois, un élève de Rabbi Akiva, donc des Tanaïm, et qui explique en fait la source de tout ça. C'est parce que bon, c'est parce que si jamais en réalité, en fait, on regarde, donc je reprends quand même le texte d'abord, une minute, c'est si on reprend en fait le texte de la Torah, quand on nous parle de la guerre, etc. Donc, il y a marqué, ça veut dire comme ça, ok, ça veut dire, ok, je reprends la question, je redis la remarque que Thierry a dit que j'ai pas de réponse sur ça, c'est parce que le texte, c'est-à-dire, il est, comment dire, introduit par Kitetse la milchama lo'ivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et tu verras des chevaux et des chariots, Amrav, ça veut dire une armée, Mimecha, une armée plus nombreuse que la tienne, L'otira mehem, n'aie pas peur d'eux, qui Hachem Elokecha, Olech Imach, puisque Hachem vient avec toi, et va avec toi, Amalcha Me'et Misraim, qui t'a monté de la terre d'Égypte. Donc, a priori, on a l'impression qu'on est en fait sur le champ de bataille déjà, puisque voilà, normalement, tu ne vois pas les ennemis que si tu es en face au moment de te battre, quoi. Ensuite, en tout cas, le verset d'après, il dit Vaya kekarofchem el amilchama, et il y a marqué ça sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre. Venigash à Cohen, Vediber el Ham, et donc le Cohen se présentera et il parlera au peuple. Vamar alehem, il leur dira Shema Israël, écoute Israël, Atem Tirevim Ayom la Milchama, vous êtes proches aujourd'hui de la guerre, Aloïvechem sur vos ennemis, Alirach Levavchem, ça veut dire que votre cœur ne s'adoucisse pas. Al-Tireu, n'ayez pas peur, Val-Tarfijou, ça veut dire ne soyez pas en panique. Val-Tarfou, ne soyez pas en angoissé, j'en sais rien. Un autre synonyme de panique, l'IPNM devant eux. Et donc, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que, je vais lire le Sifri. Le Sifri, il voit ici une contradiction. C'est quoi la contradiction? Ça veut dire la contradiction, il la voit comme ça. Je vais essayer de minute, Sylvain, 10 secondes. Et hop. La contradiction. La contradiction, il la voit comme ça. C'est que, il y a marqué quand vous vous rapprocherez vers la guerre. Donc, a priori, c'est pas vraiment la guerre. C'est on se rapproche de la guerre, vers la guerre. Et c'est quand vous vous rapprocherez vers la guerre. Alors qu'ensuite, dans le verset 3, quand le Kohen y parle, il est marqué écoute Israël, Shema Israël Atem Kerim, Ayom la Milchama. Vous êtes proche aujourd'hui de la bataille. Donc, ça veut dire le Sifri, ouais, je sais, hein, c'est pas le Sifri, en tous les cas, lui, il voit dans ça une sorte de contradiction. Et en fait, il veut dire, en fait, ça serait ça la source en réalité des deux discours. Donc, je vais faire dans les mots, tu vois, parce que c'est ça la source a priori de l'histoire. Donc ça, c'est le Sifri. Donc, le Sifri dit, Vaya kekarov chem el milchama. Rachid, d'ailleurs, sur le Chumash, il ramène cette histoire-là. Il ramène ce Sifri. Il dit, Vaya kekarofchem el milchama, et quand ce sera quand vous vous rapprocherez vers la guerre, Yachol zeyom akrivam bo la milchama.
est-ce que, quand donc ce verset 2, il dit que quand vous vous rapprocherez vers la guerre, c'est le jour même de la bataille, c'est le jour de la guerre. Serait-ce le jour où il se rapproche pour la guerre vraiment. Keshiou Omer, lorsque le verset il dit Vamar Aleem Shema Israël, écoute Israël, Atem Kiredim Hayom la Milchama, vous êtes proche aujourd'hui pour la guerre. Donc ça veut dire qu'a priori, jusqu'à maintenant, c'était pas le jour. Ouais, c'était pas le jour. Hare Yom Krivam, Akrivam la Milchama, amour. Ça veut dire qu'on voit que c'est comme si en fait ce verset il vient couper par rapport à ce qui est marqué avant et dire ça veut dire maintenant on est dans le jour de la guerre, mais avant on n'y était pas, quelque chose comme ça. Yom Akrivatam la Milchama amour, Matalmud Lomar. Donc qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire dans le verset précédent? Vayakekarov Kama la Milchama, et ça sera lorsque vous vous rapprochez vers la guerre. Kevan Shemagim Lesfar, comme ils arrivent à la frontière. Kohen Matnei Mahem, le Kohen, il leur fait toutes ces conditions, Kalatnei Maelu, et Veomer Alehem, il leur dit Shema Israël, et il leur dit aussi Shema Israël, ça veut dire vous êtes aujourd'hui proche de la guerre, Salik Piska, c'est la fin du paragraphe. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que si on lit le Sifri réellement, ça veut dire tel qu'il est marqué, on n'a pas l'impression même qu'il y a deux discours, tu vois, ça veut dire. Ouais, ça veut dire, je sais pas, on va dire, ok, il y a deux discours, mais en tous les cas, les deux discours sont équivalents. C'est-à-dire, même si on dit que oui, ok, il y a une répétition, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont sur la frontière, dans le Sifri, en tous les cas, il est marqué, il répète tout, il fait tout le discours, ça veut dire, il dit, écoute Israël, vous vous rapprocherez de la guerre, n'ayez pas peur, Ensuite, il donne les trois exemptions, et a priori, donc tout ça s'est fait, on va dire, sur la frontière, bien avant la bataille, quand ils sont en train de former les régiments, quoi, dans les casernes ou j'en sais rien. Et ensuite, tu vois, c'est quand ils arrivent le jour de la bataille, c'est répété entièrement. Tu vois, et ça veut dire, mais c'est ça ce qui est pas l'avis de Maïmonide, encore une fois, puisque Maïmonide, lui, il a coupé le discours en deux, en disant que quand on est dans la caserne, on donne simplement les exemptions. Et malgré tout, les soldats, ils rentrent pas chez eux malgré avoir écouté ces exemptions. Ils vont sur le champ de bataille. Ensuite, le jour du champ de bataille, le Kohen, il fait le discours de motivation qui est marqué avant, qui sont les deux premiers versets. Et ensuite, il donne les exemptions et ensuite, tout le monde rentre. Mais ce que je veux dire, c'est si tu veux, c'est a priori dans le Sifri, la manière dont c'est lu, c'est même le discours de motivation, il est lu en fait sur la frontière, contrairement à ce que Maïmonide dit. Maintenant, ça veut dire, maintenant, ce que je veux dire, c'est, voilà, il se trouve qu'il était répété une fois, c'était une deuxième fois. Bien qu'en fait, quand le verset dit Ayom aujourd'hui, alors que si on n'est pas aujourd'hui, donc c'est peut-être ça que Maïmonide pense que le discours cette partie, elle était dit que le jour de la bataille, parce qu'elle est marquée aujourd'hui, donc ça peut être dit que le jour de la bataille. Alors, bref, tu vois, j'avance. Ce que je veux dire, c'est que voilà, donc ça, a priori, ça c'est l'avis de Maïmonide, et encore une fois, je dis simplement les questions qu'il y a sur ce qu'il dit, c'est premièrement, pourquoi le Kohen il répétait deux fois les exemptions, une fois sur la frontière et une fois sur le champ de bataille. Et en plus, pourquoi les soldats, en réalité, qui étaient exemptés, pourquoi ils devaient aller sur le champ de bataille et rentrer qu'après être allés sur le champ de bataille. Sur ces deux points-là, en fait, ça veut dire Rashi discute, ça veut dire maintenant, tu vois, donc, parce que en fait, la Gemara aussi, elle dit cette histoire des deux discours, donc c'est dans la Gemara aussi. Deux secondes. Voilà, donc si vous voulez, en fait, je voulais citer le Sifri parce que en fait, ça veut dire, parce que c'est ici de les versets, mais c'est la Gemara elle-même qui dit en fait qu'il y avait deux discours. Donc là-bas, il y a marqué Al Yirach Levavchem, ça veut dire que votre cœur ne soit pas assoupli. Al Tireu, n'ayez pas peur. Donc on nous ramène ici, la Gemara nous ramène ici donc la même chose, enfin une braïta. Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Pamai Medaber Imam, c'est-à-dire le Kohen Mashiach Milchama, il parle deux fois. Had Basfar, une fois sur la frontière, Had Bamilchama, une fois au moment du champ de bataille. Basfar Mao Omer, ça veut dire sur la frontière, qu'est-ce qu'il dit? Shimou divrei Ma'achea Milchama, Vechizru. La traduction des mots de la Gemara est très étrange, même la lecture elle est difficile à lire, mais ça veut dire écoutez les paroles des organisateurs de la guerre et rentrez. Et Bamilchama, quelque chose comme ça. La manière dont eux, ils ont ponctué, ça veut dire ça. Ça veut dire écoutez les paroles de ceux qui organisent la bataille et rentrez. Bamilchama Ma'u Omer, qu'est-ce qu'il dit le jour de la guerre? Al Yirach Levavchem, donc que votre cœur ne soit pas ramolli. Al Tireu, Al Tarpezu, n'ayez pas peur, ne rentrez pas en panique, ne soyez pas angoissés.
Voilà, Keneged Arba Dvarim Sheumot Ha'olam Osim, par rapport aux 4 choses que les Goïm ils font pendant la guerre. Magifin, ça veut dire qu'ils frappent leurs boucliers avec leurs épées. Marin, ça veut dire ils sonnent du chauffard. Sofrin, ça veut dire ça, ils hurlent. Le Ramsin, ils font du bruit avec les sabots des chevaux. Et par rapport à ça, donc la Torah a donné 4 mitzvot de ne pas avoir peur. Et donc ça, a priori, c'est au moment même de la bataille, etc. Mais bon, ça, tu vois, ça c'est ce que la Gemara a dit. C'est un langage le langage quand même de la Gemara, il semble quand même dire que l'histoire des conditions de ceux qui doivent rentrer, c'était dit en fait sur la frontière et pas le jour de la guerre. 2 secondes, ok. Je vais essayer parce que j'ai su que c'est maintenant avec ces variables, il y a des problèmes avec Link. Ok, ça veut dire 1 seconde. Donc voilà, je lis Rashi sur cette Gemara. Rashi dit Pamaim medaber imaem achad vispar, ça veut dire donc 2 fois. Donc le Kohen il parle avec eux, une fois sur la frontière, Kshiatsu Me'arsam, quand ils sortent de leur terre. Shimon divrei ma'achei milchama, ça veut dire écouter les paroles de ceux qui organisent la guerre. Miraoui Larzor, qui est apte à rentrer, ou Miraoui Leler, et qui est apte à y aller, Vechazgou Agoyim Larzor. Et à ce moment-là, ils rentrent ceux qui devaient rentrer. Donc Rashi, on va être plus explicite ailleurs, même on va le voir peut-être après, mais il semble dire, et a priori c'est explicite en fait, que les gens, ce qui est normal, c'est que voilà, les mecs qui étaient exemptés, ils écoutaient le discours d'exemption. Et ce discours, en fait, il fallait prouver, il fallait documenter qu'on était vraiment exemptés, montrer avec qui on était fiancés, des photos de la maison, des trucs comme ça. Il fallait amener des témoins. Avec moi, elle dit, ça veut dire qu'il y avait vraiment une maison, qu'il y avait vraiment une vigne, qu'il y avait vraiment une femme, quoi. Tu veux pas, donc ça veut dire c'était pas ça, mais on rentre comme ça, quoi. Donc ça veut dire, en tous les cas, c'est à ce moment-là, ou en tous les cas, a priori, donc que les gens y rentraient. Kegon Banabaïd, comme celui qui a construit une maison, Benata Kerem, celui qui a planté une vigne, Veresisha, ou celui qui s'est fiancé, Veyare Verachalevav, et celui aussi qui a peur. Et bien que sur toutes ces choses-là, il est marqué que dans la Torah que c'était les officiers qui le disaient, et pas le Kohen. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara dit il disait que le Kohen disait écoutez les officiers. Les Kaman Amrinan, donc la Gemara va dire plus loin, des Kohen Kamal et où, que le Kohen il devait dire le texte. Et là, chez Ashotrim, Mashmim Devarav Laham, mais que c'était en fait les officiers qui faisaient passer le message, qui faisaient passer le message au peuple. Mais c'est-à-dire que de Rashi, on a l'impression que ça veut dire, ça veut dire ceux qui étaient exemptés, ils rentraient en fait, ça veut dire ils rentraient à ce moment-là. Et aussi, ce qu'on a l'impression, c'est qu'au moment de la bataille, le Kohen, il répétait pas les exemptions. C'est-à-dire le Kohen, il faisait que le discours de motivation, qui étaient les 2 premiers versets en disant n'ayez pas peur, etc. Parce qu'Hachem, il fait la guerre pour vous, etc. Mais il répétait pas qui est celui qui a construit une maison, etc., etc. Ça veut dire c'est un peu plus explicite encore, si vous voulez, il y a un autre Rashi. Je le cite parce que, moi je vais essayer un autre Rashi, où ça veut dire quand la Gemara elle parle de ceux qui ne... ça veut dire que qui sont ceux qui n'allaient pas, même pas... il y avait ceux qui étaient même exemptés d'aller à la convocation. Parce que ceux qui avaient une maison et qui l'avaient pas, en fait, qui l'avaient pas encore, inauguré, ou celui qui s'était fiancé et qui n'était pas encore marié, ou celui qui avait planté une vigne et qui l'avait pas encore entamé, eux, ils devaient aller à la convocation, écouter les exemptions, documenter leur exemption et rentrer. Mais il y avait des gens qui n'avaient même pas besoin d'aller à la convocation. C'était, par exemple, celui qui s'était déjà marié et qui était dans la première année, lui, il n'avait pas besoin d'y aller. Même la même chose avec une maison. Si quelqu'un avait déjà, en fait, il avait construit une maison, il était déjà dans sa maison, mais ça faisait pas 1 an qu'il y était, aussi, il n'était pas obligé d'y aller. La même chose avec la vigne. Ça veut dire, il fallait avoir consommé la vigne, etc. Il y a une halakha encore plus étrange, plus intéressante, c'est que si jamais quelqu'un, par exemple, il avait simplement acheté une maison pour un investissement, mais il n'avait pas encore reçu 1 an de loyer de ses locataires de la maison, donc lui aussi il était exempté de la guerre. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas encore il a construit une maison et qu'il n'a pas encore inauguré. Donc tu n'as pas reçu 1 an de loyer, ça veut dire que c'était vraiment... Donc si quelqu'un voulait tuer son propriétaire, en fait il fallait payer 1 an en avance, il était obligé d'y aller. Bon, ouais, tu vois, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, mais enfin bref, en tous les cas, ce que je veux dire, en tous les cas, c'est donc ceux-là, ils bougeaient pas chez eux, ça veut dire ils n'allaient même pas à la convocation. Donc je peux faire la gemara sur ça, c'est pas vraiment notre sujet, mais en tous les cas, on dit voici ceux qui ne partaient pas de leur endroit,
c'est Banabaïd Vechanacho, celui qui avait construit une maison et qui l'avait déjà inaugurée, mais qui était dans la première année. Nata Kerem Vechilelo, il avait déjà planté une vigne, il avait déjà commencé à boire le vin, mais ça faisait pas un an qu'il avait pris de la production, qu'il n'avait pas écoulé, il n'avait pas écoulé les stocks d'un an de production, comme dirait Coluche, maintenant on écoule les stocks, etc. Ouais, tu vois, annoncé Daoussato, et donc celui qui est déjà marié mais qui est dans la première année, a connu cet Evimto, ou celui-même qui s'est marié avec une Yevama, chez Neymar, parce que le verset il dit en ce qui concerne la première année de mariage, Naki et les Beto Shana Achat. Donc, un homme, donc, pendant la première année, il va pas à l'armée ni rien, il doit rester avec sa femme. Donc, il dit, il est propre dans sa maison pendant un an. Ça veut dire, il est exempté de tout pendant un an. Donc, l'Agma a dit, les vétos pour sa maison, c'est béto. C'est la même chose pour une maison. Il y est, qu'il sera, c'est la même chose pour la vigne. Mais si Mahatishto, il réjouira sa femme, c'est sa femme, Vacha la carte. Et ce qu'il a pris, ça serait même d'Ignevama. Voilà. Donc, eux, ils faisaient rien, ils restaient chez eux tranquilles à la maison, tout va bien. Mais en tout cas, tout ça, j'ai ramené ça parce que Rashi, simplement, il ramène cette histoire-là. Quand il explique l'histoire de ceux qui ne bougent pas de leur endroit, Rashi, il dit donc, Velu, Shenzazin, Memon commun, voilà ceux qui ne bougent pas de leur endroit. Donc, il explique par rapport à ceux qui n'étaient pas dans fiancés ou ceux qui avaient planté mais qui n'avaient pas encore inauguré, etc. Donc, là-bas, il dit, des anar des parce que ceux d'avant, ça veut dire ceux qui sont fiancés, etc., Olchin, ils vont à l'Asfar jusqu'à la frontière. Vesham Shomim d'Ivre Cohen, et de là-bas, donc, ils rentrent, ils écoutent les paroles du Cohen, de Chosrin Minamaracha, et ils rentrent donc de la, ça veut dire, je ne sais pas, du campement, de la, whatever, je ne sais pas comment tu veux, je sais pas comment on peut expliquer, du campement, de la caserne, les Rez d'Israël, à la terre d'Israël, Benam Chosrim Levatem, et même à ce moment-là, ils ne rentrent pas vraiment dans leur maison, et leur Eskim Bessiflouk Maïm Amazon, ça veut dire, ils doivent s'occuper d'amener de l'eau et de la nourriture, leur faire Milchama à ceux qui vont en guerre. Par contre, les autres, ceux qui ont déjà qui sont en première année de mariage, etc., Velou Enzazid Mimkoman, eux, ils ne bougent pas de leur endroit, Filou Alechet al-Asfar, même pour aller à la convocation jusqu'à la frontière, mais la Chouv al Cohen est rentrée par la bouche du Cohen. En tous les cas, on voit que Maïmonide, Rachid dit clairement qu'ils écoutaient les paroles du Cohen et qu'ils rentraient à partir de la frontière. Contrairement à ce que Maïmonide, il dit que non, ils rentraient alors qu'ils allaient sur le champ de bataille. Encore une fois, selon Maïmonide, en réalité, donc les deux différences qu'il y a en fait entre Rashi et Maïmonide, c'est que selon Rashi, le Cohen, il disait les exemptions que sur la frontière, ça veut dire bien avant la bataille, voilà, et c'est à ce moment-là que tout le monde rentrait, quoi. Ça veut dire ceux qui étaient exemptés et rentraient chez eux. Alors que selon Maïmonide, en fait, ces exemptions, elles étaient répétées deux fois. Elles étaient dites au moment de la frontière, sur la frontière. Et bon, tout le monde écoutait, mais personne, ça veut dire les gens, ils allaient quand même jusqu'au champ de bataille. Et sur le champ de bataille, c'était répété une deuxième fois ces exemptions. Et à ce moment-là, ceux qui étaient exemptés rentraient. Et encore une fois, la question, c'est de savoir, en fait, pourquoi, ça veut dire pourquoi il y aurait une répétition de ce discours de foi, etc. A priori, l'avis de Rashi, il paraît plus, on va dire, probable. Bien que, en fait, si tu veux, l'avis de Rashi, pour revenir dans l'histoire, il est plus difficile avec le texte de la Torah, quoi. C'est-à-dire, pour revenir dans le texte de la Torah, pour expliquer comment ça fonctionne selon Rashi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, puisque on te dit que Valekirov Kamal Milchama, ça veut dire ça, c'est quand, ça veut dire ce qui, j'ai remis le texte de la Torah, c'est, donc a priori, pour voir comment ça se découpe, quoi qu'il arrive, on est obligé de dire que le texte, il n'est pas en ordre. Et ça, c'est déjà un soin interrogatif. C'est pourquoi est-ce que le texte de la Torah, genre, c'est une source d'Afkas, ça veut dire justement sur l'histoire de l'organisation de la bataille, il n'est pas donné d'une manière linéaire. En fait, il oblige en fait à un découpage et il n'a pas été écrit d'une manière chronologique. Mais c'est d'autant plus vrai, en fait, selon Rashi, quoi. Je veux dire, pour reprendre le texte, c'est selon Rashi, déjà, comme il a dit, Thierry, il avait déjà dit que le premier verset qui dit, tu vois une armée plus nombreuse que toi, etc. Donc, on a l'impression qu'on est vraiment sur le champ de bataille juste avant la bataille. Et ensuite, après ça, donc, il y a une sorte de flashback dans le verset 2, où on dit, Vaya Kikarovkem ala milchama, et ça sera quand vous vous rapprocherez vers la guerre, et le Kohen, il parlera au peuple. Ça, c'est bien avant la bataille, c'est sur la frontière, dans les casernes. Et ensuite, dans le verset 3, on revient au jour de la bataille, puisqu'on dit Vamar Elem, Shema Israël, Atem Kirevim Ayam la Milchama, vous êtes aujourd'hui le jour de la guerre. Donc, ça, c'est le discours de motivation qui était dit que le jour de la bataille, d'après tout le monde, a priori, sauf d'après le Sifri, mais bon, on va interpréter, on ne va pas rajouter un troisième avis pour faire plus compliqué. Ça veut dire en tout cas que ce soit selon Rashi, selon Maïmonide, selon ce que la Gemara semble dire dans Sota, en fait, le discours de motivation, il était dit que le jour de la bataille.
Et donc, on repart dans le jour de la bataille, puisqu'il dit, écoute Israël, vous êtes proches aujourd'hui pour faire la guerre sur vos ennemis, tatati, n'ayez pas peur, et compagnie. Et donc, parce qu'Hachem, il vient pour faire la guerre avec vous. Donc, ça, c'est le verset 3 et 4. Et par contre, quand on revient dans le verset 5, on revient maintenant sur la caserne qui est à la frontière. Tu vois, ça veut dire, il dit, ouais, selon Rachi, en tous les cas, selon Rambam, encore, tu peux dire, ouais, c'est répété, donc ça veut dire, c'est pour ça, ça veut dire, c'était dit 2 fois, et donc c'est pas vraiment complètement hors séquence, mais malgré tout, ça veut dire, selon Rachi, c'est clairement difficile, ça veut dire, comme ça, sans préavis, sans rien nous dire, tu vois, hop, on nous dit que non, le verset maintenant dans le verset 5, il repart dans l'histoire sur la frontière de nous dire, et les officiers diront qui est l'homme qui a construit une maison, et blablabla, bla, 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 que ça, selon Rachid, ça se passe sur la frontière bien avant le champ de bataille. Ensuite, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, l'histoire, c'est, donc, ok, donc tout ça, c'est hors séquence. Après, ça nous dit qui est l'homme qui a peur, etc. Ça aussi, donc jusqu'au verset 8, c'est dit, selon Rachid, que sur la frontière. Ok, ou même selon Rambam, ok, c'est en tout cas, c'est dit sur la frontière et répété encore sur le champ de bataille. Mais ensuite, quand on nous dit, et quand ils auront fini de parler, les officiers au peuple, on mettra des chefs d'armée sur l'armée. Donc, ok, peut-être c'est un peu mieux. Ça voudrait dire, ouais, ça veut dire, moi, ça veut dire, là, ça marcherait mieux. Ça voudrait dire, comme en fait, on parle pas du jour de la bataille, on parle en fait de la caserne. Donc, en fait, c'est le discours de la caserne. Donc, on mettra des généraux, après qu'on a, en fait, on nommera les généraux après qu'on a, comment dire, on a enlevé tous ceux qui étaient, en fait, exemptés. À ce moment-là, on nomme des généraux dans la caserne, mais on n'est pas le jour de la bataille. Ça marche un peu mieux. Mais le problème, c'est que si tu regardes Maïmonide, tu vois, ça veut dire, lui, il veut dire non, on met les généraux le jour de la bataille. Si vous voulez, on peut le regarder 2 secondes, mais ça veut dire, voilà, en tout cas, ça aurait pu gagner ça. Mais pour moi, ce que je veux dire, ce qui est super bizarre, c'est pourquoi est-ce que sur cette paracha, la Torah, elle a déjà changé, elle est tellement, tu vois, elle a nécessité un découpage. Pourquoi, voilà, c'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. Mais ce que je veux dire, si j'arrive à récupérer un bam, mais pour vous dire que lui, Maïmonide, lui, en fait, lui, il pense que l'histoire des généraux, ça avait lieu vraiment le jour de la bataille, alors qu'en fait, il aurait pu s'en sortir pour dire que non. J'ai raté un petit peu mon coup, 10 secondes. À nouveau. Je vais y arriver. J'ai trouvé. Ok, donc voilà, ça veut dire, si on prend Maïmonide quand il parle en fait sur l'organisation de la bataille, il dit, ça veut dire, une fois que tous ceux qui sont exemptés, donc là on est sur le champ de bataille, tout selon Maïmonide, ça se fait vraiment en dernière minute, ça veut dire ça veut dire que une fois qu'ils rentrent ceux qui ont été, donc ça veut dire dans l'organisation de la bataille, donc Metagnet Tamarachot, donc on organise on va dire les régiments, bien que c'est un mot que Sylvain il n'aime pas, en tout cas dans ça je sais qu'est-ce que vous voudrait dire, les armées, au Pogdim Sarit Sevod Borasha, mais on met des chefs d'armée à la tête du peuple, Mamedin Ma'achor Kol Maracha ou Maracha, et on met derrière chaque on va dire chaque régiment, Shotrim, Chazakim, Azim, donc des officiers puissants et on va dire Azim qui seraient on va dire cruels, au Kshinim Shel Barzel BDM avec donc des lances en fer dans leurs mains. Donc c'est l'Arzor Minal Milchama, Reshut Beyado, l'Achtor et Shoko. Celui qui veut revenir de la guerre, on a la possibilité de lui casser les jambes. Voilà, j'ai très défini ça, mais en tous les cas, l'idée, c'est, tu vois, c'est que tout ça, c'est que le Rambam lui semble dire que les généraux, on les mettait vraiment le jour de la bataille en dernière minute, quoi. Et que voilà, mais c'est étrange, tout ça, c'est étrange, tu vois, c'est voilà, ce que je veux dire. Donc pour l'instant, c'est ça. Je vais simplement, tu vois, avoir encore une dernière source avant d'essayer d'expliquer un peu des choses. Tu vois, je vais simplement citer le Yerushalmi, puisque le Talmud de Jérusalem, alors que Maïmonide, normalement, il suit toujours le Talmud de Jérusalem. Ici, je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas vraiment suivi. Mais voilà, 2 secondes, j'arrive. Voilà. Donc ça c'est le Talmud de Jérusalem sur cette paracha. Voilà, je mets en grand, vous pouvez l'avoir, et la traduction, en mettant plus grand, je vais enlever la traduction, je sais pas, bon, comme vous voulez, je vais avoir les deux. Et en tout cas, donc en tout cas, le Talmud de Jérusalem, c'est toujours très difficile, mais en tous les cas, donc il commence par cette question. Le Talmud de Jérusalem, quand il analyse ce passage de la Torah, il commence par une question pratique, en disant, Lo mistavra de lo pagdu saret sevod berosh ha'am. Ça veut dire, n'est-ce pas logique que jusqu'à maintenant, comment c'est possible de penser, on va dire, qu'il n'y avait pas de généraux sur l'armée jusqu'à maintenant?
c'est comme ça qu'il commence. V'achar nigash haKohen v'diber el ha'am, et que après ça, même comment le Kohen il pourrait parler au peuple si jamais il n'y a pas de généraux. Man dimetaken lon ou mashma lon. Qui serait là, on veut dire, pour organiser que quelqu'un l'écoute. Donc ça veut dire que si jamais il n'y a pas de généraux, il n'y a rien. Même le Kohen, tu vois, ça veut dire c'est comme dans les synagogues, quoi. Ça veut dire tout le monde sort au moment de l'Haftara. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire tout le monde a autre chose à faire que d'écouter un Kohen qui va raconter des âneries, un discours de motivation, tu vois. Donc ça veut dire donc ça veut dire ok donc ça c'est la question du Yerushalmi. Donc il dit en mikra moi la seder. Ok, donc ça veut dire le Yerushalmi répond à ça, il dit tu es obligé de dire que cette paracha elle n'est pas dans l'ordre chronologique. Bispar Atama. Et donc a priori ça veut dire a priori ça veut dire ce qui a marqué à la fin de la paracha dans le pasuk 9 et on mettra des généraux en tête de l'armée, c'était en fait c'est Bispar, c'est à la frontière. Ça veut dire ce qu'ils appellent ça veut dire dans la caserne, un truc comme ça. Donc, ça veut dire grosso modo, c'est un truc à Yerushalmi. Il remarque qu'on est obligé de dire que la paracha n'est pas en ordre chronologique. Encore une fois, ce qui est étrange, c'est que tu vois, cet Talmud de Jérusalem, il existe. Il est sur place, quoi. Il est dans la Gemara Sota, tu vois, chapitre 8, où ça parle de toute cette histoire-là. Et tu vois, et personne ne discute là-dessus. Et Maïmonide, tu vois, il n'a pas tenu compte, tu vois, ce qui est étrange, tu vois, Stam, d'une manière générale, quoi, je veux dire. Tu vois, ce que Maïmonide, en général, il prend, ça veut dire, il prend le Talmud Yerushalmi en général comme argent comptant, même quand le Babli il est contre. Et là, tu vois, personne ne dit rien. Et lui, non, il garde le texte littéral en disant non, on mettait les généraux à la dernière minute. Tu vois, ok, donc j'en sais rien. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient peur d'espionnage, j'en sais rien, je sais pas. Je pense, ouais, j'ai pas envie de dire, mais bon, ça veut dire que parce que c'est vrai que tu vois, comme Maïmonide, il était à l'époque de Saladin et tout ça, etc. Et quand tu regardes, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'à l'époque de Maïmonide, les Arabes, ils faisaient la guerre. En fait, ils utilisaient énormément l'espionnage et la ruse, etc. Alors que tu vois, c'est comme ça qu'ils ont battu les croisés, Richard Cœur de Lion. Si tu regardes les trucs, c'est parce que les autres, tu vois, ils étaient vraiment straightforward, complètement naïfs et tout ça. Ils tombaient dans tous les pièges. Ils étaient vraiment comme des moutons, tu vois. Et ça veut dire. Et donc, je pense que tu vois, quand même, et que je pense que Maïmonide, donc c'est pour ça, ils se pensaient que l'idée de mettre des généraux tout en dernière seconde, c'est peut-être pas si bête que ça, quoi, tu vois, parce que comme ça, tu vois, tu peux pas, voilà, il n'y a pas d'espionnage possible, quoi. Le moins tu mets de temps entre l'action et la décision, le moins tu donnes le temps à l'ennemi de te renseigner, quoi. En tous les cas, bref, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Talmud Yerushalmi, en tout cas, lui, en tous les cas, il dit ça, et bon, bizarrement, personne ne prend compte de ce qu'il dit. Donc, il dit Bismarat Amar. Ok, donc le Yerushalmi continue, il dit Shoter Omer Mepi Kohen, Paracha, V'Amra Bechol Hashon. Donc là, on va voir la vidéo Yerushalmi, c'est encore plus rigolo. Donc ça veut dire que, parce que donc le Yerushalmi, lui, se dit, parce qu'évidemment, à leur époque, déjà, tu vois bien, le Yerushalmi, l'hébreu, c'était pas en fait leur langue maternelle, quoi, on va dire. Donc ça veut dire, puisqu'ils parlaient que l'araméen, le grec, etc. Donc le truc, c'est qu'on va voir en fait que une des choses qui était spéciale dans le discours du Kohen Gadol, du Kohen Mashiach Milchama, c'est que ça devait être dit en hébreu. C'est une des rares choses qui devait être dit Bilashon HaKodesh. Alors, on apprend de versets à cause de Shema Israël, écoute Israël, etc. On apprend d'une tradition que ça devait dire en hébreu. Donc, en fait, le Yerushalmi, lui, pense que les officiers, leur rôle, c'est de traduire. Puisqu'en fait, tu vois, sûrement, personne ne comprenait rien, puisque personne ne parlait hébreu, c'est normal. Donc, ça veut dire les officiers devaient traduire. Donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Donc, il dit, OK, et comment il dit, Shoter, Shomer, Mipi, Kohen, Paracha. Donc, ça veut dire, le Shoter, ça veut dire les officiers dont il est question dans la Paracha. En fait, ils écoutaient du Kohen, mais parce que, parce qu'ils traduisaient de l'hébreu. Aval Barkar Milchama, mais il veut dire le Yerushalmi super bizarrement, il veut dire donc, ça veut dire grosso modo que ce qui se passait sur la frontière, c'est que le Kohen il faisait son discours en hébreu, personne n'y comprenait rien, les généraux ils traduisaient, et donc en fait, et ce qui est rigolo, c'est que dans Talmud Bavli, il disait que le Kohen il disait écoutez les généraux, écoutez ce que vous dites les généraux, tu vois, au moins comme ça c'était plus facile pour le Kohen, parce que personne ne comprend rien à ce qu'il dit, donc autant écouter les généraux. Tu vois, ça veut dire voilà, ok. Et eux, ils répétaient ça à tout le monde, etc. Et ça, c'était ce qui se passait sur la frontière, ça veut dire dans les casernes, etc. Aval Barkar Milchama, mais il dit que quand on était le jour de la bataille, et donc c'est très bizarre, c'est très énigmatique ce qu'il dit, mais tous les commentateurs, ils expliquent Yerushalmi comme ça, donc moi je vais m'aligner. Ils disent, mais Afkin, Maïm ou Mazon, ils s'occupent de donner à de l'eau et de la nourriture, au Metaknin Adrachim, et ils arrangent des chemins. Qu'est-ce que ça veut dire?
Après, ça veut dire, tous les commentaires du Yerushalmi expliquent que les officiers, le jour de la bataille, ils étaient occupés à faire autre chose et ils n'avaient pas que ça à faire que de traduire le discours du Kohen. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, que le Kohen Mesher Milkama, il parlait en hébreu, personne ne comprenait rien, mais c'est pas grave, c'était comme ça veut dire c'était un truc complètement, ça veut dire, voilà quoi, c'était pour, je sais pas, c'était pour la télé ou j'en sais rien, c'était, tu vois, c'était un truc complètement, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'était, comment on a le mot, j'ai vu le mot en français, c'était symbolique, voilà, c'est symbolique. Grosso modo, ça veut dire, pour expliquer, ça veut dire, grosso modo, pour les Yerushalmi, il va rester sur ça après la discussion, c'est que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que sur la frontière, quand on était, en fait, dans les casernes, etc., donc le Cohen, il faisait son discours une fois, et là, c'était traduit par les généraux, et c'était mis en pratique, c'est-à-dire, c'était mis en pratique sur le peuple, etc. Et a priori, on a l'impression qu'à ce moment-là, les gens y rentraient. Enfin, les Yerushalmi ne se prononcent pas sur ce point-là, à savoir quand est-ce que les conscrits rentraient ou pas. Mais en tous les cas, c'était là où, en fait, si tu veux, le discours, il avait un impact, on va dire, il était traduit et il était, on va dire, compris transmis à l'armée, quoi. Mais que le jour de la bataille, le Cohen ait répété le discours en hébreu sans être traduit, mais que c'était complètement symbolique. Et parce que voilà, les généraux, ils n'avaient plus que ça à faire, et ça veut dire ils n'avaient pas que ça à faire que de traduire le discours du Cohen. C'est ce que le Yerushalmi dit. C'est étrange que ça soit. Et voilà, et pour lui, l'idée, c'est que tu vois, ce qui veut dire, c'est que je pense que, je sais pas, le Yerushalmi, je sais pas si eux, ils avaient assisté à des batailles ou ils n'avaient pas assisté à des batailles, ils avaient vu des films, c'est comme nous. Mais c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que le truc, c'est que pour eux, ils n'imaginent pas, si tu veux, que ça se passe comme c'est marqué dans la Torah, quoi. Qu'on met des généraux à la dernière minute, que le Cohen, il fait un discours, tu vois que les généraux, ils doivent transmettre, et qu'à la dernière minute, on va prendre tous ceux qui sont exemptés sur le champ de bataille, ils rentrent chez eux le jour de la bataille. Tu vois, si tu veux, pour les Yerushalmi, en fait, tout était fait déjà sur la frontière par les généraux. Les généraux, le jour de la bataille, ils ont autre chose à faire que de traduire le discours du Cohen et de regarder qui est exempté, qui n'est pas exempté. Et en fait, même si le Cohen est répété une deuxième fois le discours le jour de la bataille, c'était dit en hébreu, personne n'y comprenait rien et c'était simplement symbolique. Tu vois, ça veut dire ça, c'est ce que les Yerushalmi disaient et c'est tout. Tu vois, c'était pour mettre tu vois, c'était pour, voilà. Après, bon, le Yerushalmi discute sur ça, ça va être la conclusion, mais il y a un back and forth. Ça veut dire, ça va être une question de réponse sur ça. Donc, je vais dire, donc Rabbi Chagai, lui, il discute, il pose la question. En tous les cas, il dit, Kema de Temar Bisvar, normalement, de la même manière que tu dis que sur la frontière, Shoter, Shomer, Parasham et Bikohen, ça veut dire les officiers, ils écoutaient la paracha du Kohen, l'Omra Bechol Hashon, et la transmettait à tout le reste de l'armée en la traduisant. On devrait dire que c'est la même chose le jour de la bataille. Et Rabbi Chia Barada, il apporte une preuve à ça. Il dit l'homme istavra, c'est même logique de le penser, puisque dans le verset, clairement, il y a marqué, et ça sera lorsque les officiers auront fini de parler, de l'ohava kekalot ajot medaber elam. Et après, c'est quand les officiers ont fini de parler, le verset dit quand les officiers auront fini de parler, on mettra des généraux. Donc il semblerait que les derniers qui parlent, c'est les officiers, c'est pas le Cohen. Le Cohen, il n'a pas répété un discours qui ne sert à rien. Et donc c'est, tu vois, puisque dans le verset de la Torah, il est marqué, et lorsque les officiers ont fini de parler, on mettra des généraux. Alors si jamais c'est le Cohen qui était le dernier à parler, on devrait dire après que le Cohen a fini de parler, on mettra les généraux. On dit on devrait dire après que le Cohen ait fini de parler, on mettra les généraux. À Marley, sur ça, les Yerushalmi répond, on t'a déjà dit que les généraux, on les avait déjà mis bien avant et que c'était hors, ça veut dire que le verset, il fallait pas le lire dans l'ordre chronologique. Donc, les généraux, c'est pas le dernier moment qu'on les met, on les a déjà mis avant. C'est ce que le Yerushalmi dit. Mikivan de Atamar, comme on a déjà dit, En Mikra, amour à la Seder, que le verset, il n'est pas dans l'ordre chronologique. Lichma Minaklum, tu peux rien en déduire. Et donc, ça veut dire, le Yerushalmi reste sur ça qu'en fait, le jour de la bataille, le Cohen, il disait le discours sans que ça soit traduit, a priori uniquement d'une manière symbolique, etc. Bon, bref, tu vois, mais ça veut dire, voilà, ça c'était simplement pour expliquer ce qui se passe dans les textes, on va dire, voilà, plus ou moins, je pense que, ouais, ça veut dire, voilà, j'ai pas rentré, il y a un peu plus, mais bon, j'ai pas rentré dans le truc, mais pour moi, la question, tu vois, c'était de dire, en fait, ça veut dire, pour revenir à la question, c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que, d'après Maïmonide, si on reprend la vie de Maïmonide, pourquoi est-ce que ça veut dire les soldats, ils allaient jusqu'au front et revenaient qu'à ce moment-là, etc. Tu vois, alors pour moi, ça veut dire, pour moi, une des choses que moi je veux dire, c'est-à-dire pour expliquer l'histoire de ce que je veux dire,
Je vais partir d'une Mishnah, ça veut dire, ça c'est ce que j'ai pas dit dans le premier cours. Le cours de samedi soir, ça c'est le rajout, voilà. Mais je sais pas ce que ça vaut. En fait, j'étais bloqué. La question vaut mieux que la réponse. Mais bon, je donne une réponse comme ça. Tu vois, ça veut dire pour, voilà. Et tu vois, ça c'est la réponse que je dis pour les Français. Tu vois, on fait du romantisme. Tu vois, tu vois, et ça, tu vois, donc dans le passage, il y a marqué, Vaya Kasha Yarim Moshe Yado Vegavar Israël. Ça, c'est la même chose dans Pirkei Avot et dans Rosh Hashanah. Il y a marqué, c'était quand Moshe, en fait, il levait ses mains et Israël gagnait dans la guerre contre Amalek. Et quand il baissait ses mains, donc Israël perdait. Et après, on dit les mains de Moshe, elles étaient lourdes. Et donc, il y a Aaron et Hur. Tout ça, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est marqué dans les versets, quoi. Simplement, c'est important pour moi de dire ce qui se passe dans les versets. C'est que donc Aaron et Hur, ils se sont assis sur des pierres et ils ont levé les mains de Moshe. Et ces mains, en fait, elles ont fait que la victoire, ces mains, elles sont restées en haut et donc ils ont pu battre Amalek. Mais sur ça, donc, c'est connu la Mishnah dans Pirkei Avot, elle demande, et dans Rosh Hashanah, c'est une Mishnah qui ramenait 2 fois. Elle demande une question, elle dit Vaya Kasha Yarim Moshe Yado Vegavar Israël. Et c'est lorsque Moshe il levait ses mains et Israël gagnait. Et donc, la Mishnah, elle demande, est-ce que c'était les mains de Moshe qui faisaient gagner la guerre, au Shavot Milchama, ou qui faisaient en fait qu'on perdait la guerre? Et là, l'Omar Lecham, c'est pour te dire, à chaque fois que les Juifs, ils regardaient en haut, et que donc, ils asservissaient leur cœur à leur Père qui est dans le ciel, Ayumid Gabrim, ils gagnaient, et sinon, Noflim, il tombait. On va s'arrêter sur cette première partie, sur cette version de la Mishnah. Donc, ça veut dire en fait que tout dépendait de la Emouna des Juifs, et qu'a priori, ça veut dire Moshe, il était simplement là pour, en fait, ça veut dire pour donner une sorte d'espoir aux Bnei Israël, ou pour c'est-à-dire pour qu'ils focalisent leur Emouna sur Hachem, et c'était ça, en fait, ce que symbolisait les mains. Tu vois, la question qu'il y a sur ça, tu vois, c'est vraiment une question, tu vois, on va dire la question à Dave Feinstein, mais je pense que n'importe qui pourrait poser la question. Mais tu vois, c'est que, pour remettre la vérité, c'est que je l'avais jamais vu avant que je l'écoute. Et ça veut dire, tu vois, c'est que, alors comment ça se fait que dans la Torah, on te dit, les mains de Moshe, elles étaient lourdes, et ils sont venus, comment ils s'appellent, Aaron et Hur, chacun d'un côté, ils se sont assis sur une pierre, ils ont levé ses mains. Et tu vois, a priori, si tout dépendait de la Emouna des Bnei Israël, tu vois, ça sert à quoi, en fait, de s'asseoir sur une pierre pour lever les mains de Moshe, etc. Tu vois, puisque les mains de Moshe, elles servaient à rien, en fait, tu vois, tout dépendait de la Emouna des Bnei Israël. Et tu vois, et bon, et lui, tu vois, donc lui, il n'avait pas vraiment répondu, tu vois, à cette question. Tu vois, moi, je lui ai répondu. Elle lui dit, en fait, non, le pshat, ça va. Oui, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est une synergie. Ça veut dire, en fait, que l'idée, ça te ramène, ça t'explique, tu vois, le rôle, en fait, tu vois, de qu'est-ce qu'il doit faire, si tu veux, le Rav, ou ce qu'il doit faire, tu vois, mon cher Rabbeinu, ça veut dire, il doit lever les mains, ça veut dire, d'abord, il fait un effort, tu vois, de donner de l'espoir au peuple, quoi, si tu veux. Ensuite, tu vois, c'est le peuple par la suite, tu vois, qui supporte, tu vois, c'est ce qui donne la force à Moshe, en fait, si tu veux, et ainsi de suite. Si tu crées, en fait, tu vois, c'est en même temps, si tu veux, c'est Moshe qui donne la force au peuple, c'est le peuple qui donne la force à Moshe, et en fait, et ainsi de suite, et c'est comme ça que tu gagnes la guerre. Tu as besoin, en fait, tu vois, de créer une synergie pour que ça soit finalement, tu vois, ça veut dire, pour que ça soit positif, tu vois, et c'est la même chose, tu vois, quand la Mishnah elle continue avec l'histoire du serpent d'airain qu'il avait fait, où la Mishnah demande mais est-ce que c'était le serpent qui était magique, qui pouvait guérir ceux qui avaient été mordus par un serpent ou pas, mais c'est que l'idée c'est que le serpent il est là pour donner la Emouna, et en fait tu vois, mais ça veut dire, mais que voilà, et ça veut dire, mais pourtant le serpent il était important parce que plus il regardait le serpent, plus il avait la Emouna et vice versa, etc. Peu importe. Mais tu vois, mais moi, ce que je voulais dire dans cette histoire, donc pourquoi moi je ramène ça ici? Parce que pour moi c'est possible, moi j'expliquais en fait, tu vois, pour moi la question de base, la vraie question de base que je me suis demandé, c'est en fait parce que en fait tout ça, en fait toutes ces exemptions qui sont marquées en fait dans la Torah, on te dit que finalement c'est pour la dernière exemption, c'est l'exemption de celui qui a peur et qui a rachalevav et qu'il ne doit pas en fait, tu vois, lui qui rentre chez lui pour qu'il ne rende pas les autres peureux comme lui, etc. Et Rachid, quand tu regardes dans l'histoire de c'est quoi celui qui a peur et qui est peureux, on te dit c'est celui, tu vois, que quand il entend des bruits de canon, ça veut dire il urine sur lui-même, ce qui est marqué dans la Gemara et sur Rachid, etc. Mais tu vois, mais tu vois, la question de savoir, c'est mais comment quelqu'un il peut savoir? Tu vois, c'est quand tu écoutes les récits des gens qui ont été en guerre et tout ça, même pendant 14-18, etc. Il y avait des mecs, tu vois, qu'en fait, ils étaient, tu vois, en fait,
ça veut dire, voilà, hyper, ils avaient l'air, tu vois, d'avoir pas peur ni rien, etc. Et puis quand ça commençait, les mecs, tu vois, ils étaient complètement traumatisés, ils bougeaient pas, ils se faisaient sur eux-mêmes. Il y avait des autres mecs qui avaient des têtes d'angoissés, etc., que tu croyais le mec, il va jamais sortir de son trou. Et hop, c'est comme si, tu vois, il y avait rien qui se passait. En fait, tu pouvais pas savoir, tu vois, ça veut dire, et comme ils disent plein de fois, il y avait des gens qui étaient, les gens les plus courageux, c'était en général les gens qui étaient les plus peureux, parce que tu vois, comme tu es tellement dans un état de panique et tu dis, je sais pas quoi, de toute façon, ça sert à rien. Donc, tu vois, tu fonces dans le tas et t'en as rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, et ça veut dire, donc, la question, c'est de savoir, c'est comment est-ce que les gens pouvaient savoir, puisque toute l'exemption est de savoir qui est celui qui a peur, et que tu vois, ça veut dire, et qui va, et tu vois, ça veut dire, et comment quelqu'un peut savoir à l'avance si jamais, en fait, il est peureux ou pas. Puisque, tu vois, tout le reste, tu peux savoir. Et donc, moi, tu vois, donc, moi, je vais vous dire deux réponses, tu vois, par rapport à ça. Pour répondre à ça, moi, j'ai voulu dire qu'en fait, l'idée, c'est que, en fait, l'idée, c'est de savoir, parce que dans le verset, il y a marqué qu'il ne va pas rendre le cœur de ses amis aussi, ça veut dire, aussi faible que le sien. Ça veut dire, il va pas ramollir le cœur de ses amis. Et moi, je pense qu'en fait, tu vois, l'idée, c'était de savoir, en fait, c'est que le type, il pouvait le savoir, en fait, par rapport à quel impact il avait sur les autres. Ça veut dire que en fait, cette période, en fait, où ils étaient entre la frontière et le champ de bataille, c'était en fait de savoir, en fait, si jamais la personne, il allait voir, est-ce que, en fait, tu vois, il angoissait les autres, tu vois, et ça veut dire, ou pas, tu vois. Mais ce que je pense, plus que ça, je pense qu'en fait, ça veut dire qu'une personne, elle pouvait savoir, en fait, si jamais elle avait un impact négatif sur les autres, c'était en fait beaucoup plus par rapport à ceux qui étaient exemptés. Parce que quand tu regardes dans les versets, tu vois que c'est ça l'histoire, c'est que selon Maïmonide, on veut, tu vois, que les types qui étaient exemptés, ils sont sur la frontière, ils viennent au champ de bataille, et au champ de bataille, en fait, tout le monde rentre, et c'est surtout ceux qui ont peur qui peuvent rentrer, tu vois, à ce moment-là. Mais ça veut dire, à mon avis, je pense que si quelqu'un, en fait, il était, tu vois, imagine, tu vois, que dans le bataillon, il y a des mecs qui sont là-bas, ils disent, ouais, de toute façon, moi, je rentre parce que j'ai construit une maison, je n'ai pas encore touché un employé, ou je n'ai pas encore fini un an de production de ma vigne, que je me dis, ça doit être énorme, ça, je pense que tout le monde devait être exempté parce que pour se taper un lit, je sais pas, tu imagines comment ça produit une vigne? Bon, bref, tu vois, mais ça veut dire, bon, bref, peu importe, mais ce que je veux dire, ça veut dire, ok, ça veut dire, j'ai pas fini un an de production, ou je viens de me marier, je viens de me fiancer, je rentre chez moi et tout ça, etc. Je pense que tu vois que le soldat, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il était avec eux, tu vois, puisque eux, ils devaient rester, si tu veux, dans le bataillon, dans la caserne, avec les autres jusqu'au champ de bataille. En fait, tu vois, les autres, en fait, je pense que c'est quand la personne, elle réagit par rapport à ça, elle pouvait savoir si, au fond, en fait, elle allait avoir un impact négatif ou positif sur les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'était, en fait, tu vois, si quelqu'un, le type, il était jaloux ou quelque chose comme ça, ou tu vois, il disait, ah merde, pourquoi j'y vais, et tout ça, moi aussi, je pourrais, tu vois, avoir une maison, vivre, etc., et trucs comme ça, etc., et que, en fait, ça le déprime. En fait, c'était là où est-ce qu'il pouvait voir si vraiment, en fait, ça veut dire, il était vraiment peureux, tu vois, un truc comme ça. Et qu'en fait, c'était aussi une synergie. Ça veut dire aussi, et je pense, tu vois, que c'était important. Ça veut dire d'avoir des exemptés dans le bataillon et d'avoir, pour que les mecs qui allaient avoir une synergie négative, en fait, ça allait se voir à ce moment-là, quoi. Parce que, tu vois, si tout le monde y va, bah, tout le monde suit les ordres, tout le monde y va. Mais en fait, si tu mets des mecs à l'intérieur qui sont privilégiés, eux, ils vont pas y aller finalement au combat, et que tu mets des mecs au milieu, tu vois qu'eux, en fait, ils ont vraiment l'angoisse et des trucs comme ça, ça va, si tu veux, ça va se voir, en fait, si tu veux, c'est un truc comme ça. Et tu vois, pour moi, donc, c'est ça peut-être un peu l'idée, ça serait ça pour moi l'explication que j'ai de dire que c'est pour ça que selon Maïmonide, en fait, si tu veux, les soldats, ils devaient aller c'est-à-dire ceux qui étaient exemptés, ils devaient aller au front. Je pense que c'était pour savoir, en fait, tu vois, pour que les gens qui avaient peur, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ont peur ou pas, tu vois, et qu'ils voient aussi la synergie, qu'on voit aussi la synergie que, si tu veux, qu'ils avaient dans le bataillon. Je ne sais pas exactement comment expliquer, tu vois, ça devrait peut-être expliquer plus d'explications, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai que si tu mettais, en fait, des gens exemptés, c'est là où tu voyais vraiment les types qui allaient vraiment avoir une influence négative sur les autres soldats. Parce que tu vois, ils allaient tirer une tête de 1000 km. Pourquoi moi j'y vais pas? Pourquoi moi je dois y aller et pas lui, etc., etc. Tu vois, j'allais dire un petit peu comme le mec de LFI, tu vois. Mais tu vois, mais bon, mais tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, genre, un truc comme ça, tu vois. Je pense comme ça. À part ça, je pense aussi que même pour le discours du Kohen Gadol, pourquoi c'était répété 2 fois, je pense exactement la même chose c'est pour ça que j'ai cité l'histoire des mains de Moshe, etc. C'est que, en fait, c'est aussi de voir si est-ce que le Kohen, il était capable de voir si jamais son discours, en fait, il marchait avec le peuple, tu vois, ça veut dire, la première fois, c'est une fois il avait déjà parlé au type dans la caserne, il pouvait voir si, en fait, lui, il avait reçu une énergie positive par rapport à ça ou négative, et eux-mêmes, tu vois, les soldats, est-ce qu'ils avaient reçu une énergie positive ou négative, et qu'en fait, c'était important, tu vois, c'est de créer une sorte de lien, et ça, tu pouvais pas le voir en un discours, il fallait qu'il y ait au moins 2 discours, qu'il y ait au moins, tu vois, 2 interactions, pour voir qu'est-ce qui s'était passé entre les deux, pour juger si jamais le type, en fait,
on le gardait sur son job ou on le gardait pas. Tu vois, la même chose avec les généraux, ça veut dire, c'est d'avoir une période, en fait, si tu veux, où tu vois qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ils étaient dans la frontière, dans les casernes, et le moment où ils arrivent au front. C'était une période de test pour savoir, en fait, qui, en fait, tu vois, était capable de créer une synergie positive sur les troupes ou négative. Et donc, c'était important d'avoir, tu vois, si tu veux, ces deux étapes, on va dire. Et c'était important que les exemptés soient dedans parce que je pense qu'ils servaient beaucoup, en fait, si tu veux, de marqueurs pour savoir, en fait, quel était vraiment l'état de morale. C'était une sorte de mise en examen, en quelque sorte. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, je pense que c'est comme ça que moi j'explique ça, bien que tu vois, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout clair, quoi. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout, c'est pas du tout clair. Une dernière idée, simplement, voilà, une dernière idée, après ça j'arrête, tu vois, c'est parce que, comme on dit, il a écouté la question de Rav David Pardo, de dire, en fait, pourquoi est-ce que Maïmonide, en fait, il a parlé, quand il a parlé du discours qu'il a dit sur la frontière, il a parlé que du cas de celui qui a planté une vigne, alors que le cas, il n'a pas parlé de celui qui s'est fiancé et celui qui a construit une maison, alors qu'en plus, le cas de celui qui a planté une vigne, il est au milieu dans la Torah, il est pas, s'il avait voulu dire simplement le premier cas, il avait qu'à parler de celui ça veut dire qui a construit une maison. Et s'il voulait dire que le premier cas par rapport aux autres. Alors je dis simplement, tu vois, j'ai simplement voulu dire ça, peut-être tu vois une réponse, je sais pas, ça vaut ce qu'elle vaut, mais c'est simple, c'est pour pas rester comme ça. C'est parce que tu vois, il y a un Rambam qui est super étonnant, où il a une question similaire qui est posée, en fait, tu vois, sur un Rambam qui est du même acabit. Et peut-être que tu vois que la réponse, elle peut marcher, peut-être, j'en sais rien. Tu vois, donc Maïmonide, dans les lois de la connaissance, il dit comme ça, il dit Der Bale Dea, ça veut dire le chemin d'un homme intelligent. Sheikva Lo Adam Melacha, qui est un homme, il doit commencer à chercher un travail, à me faire cette auto qui lui donne la parnassa au début. Ça veut dire sa première préoccupation, ça devrait être de gagner de l'argent. Et qu'ensuite il s'achète une maison, et qu'après ça il se marie. Et il dit la preuve à ça, c'est d'où? C'est de notre passage. Il dit, j'en ai marre, parce que le verset est dit qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas entamée, qui est celui qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée, et qui est l'homme qui s'est fiancé et qui ne s'est pas marié. Tu vas dire, Avala Tipshin, tu vois, ici présent. Tu vois, les imbéciles, Matrine Isaïcha, d'abord, tu vois, il se marie, regarde une Sayado, et ensuite, si jamais il y arrive, Yegnebaït, il s'achète une maison, regarde, à la fin, mais Sophie Amav, et à la fin de sa vie, il en sort les bagages Moumanout, il cherche à trouver un travail, ou il parle une azdaka, ou bien il mange ça veut dire il est nourri de la mendicité. Et donc, il dit ça, c'est justement, on voit que dans l'ordre des malédictions qui ont été données, il dit, et quand Hachem il maudit le peuple d'Israël dans Kitavo, on voit que ça, c'est l'ordre des malédictions. Puisque le verset dit, ça veut dire, d'abord tu vas te fiancer, et après ça, Baït Tivne, ensuite tu vas construire une maison, et ensuite Kerem Tita. Et ça, c'est la malédiction de Kitavo, et à cause de ça, la conclusion, c'est tu vas rater tout ce que tu vas faire. Kelomar, et c'est ce que ça veut dire, c'est comme tu vas faire tout à l'envers. C'est pour ça que tu as les malédictions, que finalement, tout ce que tu fais, ça rate. Marqué, David, et David, il était intelligent et c'est tout ce qu'il faisait. Et tu vois, donc ça, c'est ce que Maïmonide dit. Mais la grande question qu'il y a sur ce passage de Maïmonide, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que quand tu regardes le texte qu'on vient de faire, en fait, c'est pas la vigne qui est d'abord, c'est la maison qui est d'abord. Tu vois, et donc, tu vois, je dis, ouais, donc c'est la même question. Non, c'est ça, c'est vrai, je te promets, quand on vient de le faire, le texte, je vais le regarder, hein, je veux dire, tu vois, c'est pour ça que les arnaques de Maïmonide, elles sont belles, tu vois, parce que tu vois, elles passent et personne ne remarque, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ici, quand tu regardes, tu vois, ici, tu vois, si tu veux, dans le Pazouk, tu vois, voilà, tu vois, il y a marqué, pardon, dans l'ordre, c'est clair, hein, c'est Mia Shacharbana Baït, qui est celui qui a construit une maison, tu vois, voilà. Miel Janata Kerem, qui est celui qui a planté une vigne. Et ensuite, Michel c'est ça, qui c'est qui s'est marié. Mais ça veut dire, tu vois, donc Maïmonide, il a inversé, tu vois, il a fait une arnaque, tu vois, il a fait un coup de passe-passe en disant non, mais tu vois, ici, il cite une source qui dit le contraire de ce qu'il dit, tu vois, c'est beau, tu vois, et plus personne ne vérifie parce que, tu vois, c'est dit avec tellement. Non, mais c'est pour que ça, c'est que tu regardes, il a inversé même les lettres, les numéros des psukim. Enfin, d'après ce que j'ai vu, il y avait Hé avant. Oui, parce que c'est parce qu'il n'avait pas mis les références, tu comprends? C'est le mec qui a dû mettre les références, tu vois, il a dû ça, quand il est obligé de mettre la référence, et c'est vrai que c'est à l'envers, mais parce que tu vois, lui, dans Maïmonide, dans le texte original, il n'y a pas de référence.
Tu vois, il dit pas, tu vois, les références, elles sont venues bien, ça veut dire, il n'y avait même pas de chapitre à l'époque. Mais tu vois, la question, c'est de savoir, tu vois, tu vois, parce que donc cette question, elle est forte, tu vois, ça veut dire comment est-ce que Maïmonide, tu vois l'inverse, tu vois là-bas. Donc je lui dis, c'est un lien, tu vois, je me suis dit, ok, peut-être qu'on peut réfléchir, tu vois, puisqu'il dit ça encore une fois que la vigne, elle passe d'abord là-bas, alors que c'est contre l'ordre des versets. Et ici aussi, quand il dit, le Cohen, il parlait au peuple, il cite que l'histoire de la vigne, donc comme si la vigne, ça venait d'avant. Alors tu vois, parce que la réponse qu'on dit sur Maïmonide, c'est comme ça veut dire, la réponse qu'on dit pour répondre à Maïmonide, c'est de dire, en fait, non, il n'y a pas d'arnaque, c'est parce qu'en fait, quand tu plantes une vigne, en fait, puisque le verset dit qui est celui qui a planté une vigne et qui l'a pas entamé. Alors, quand tu plantes une vigne, tu as d'abord les 3 années d'or là. Et la 4e année, tu vois, ça veut dire que tu l'amènes au camp. Donc, ça veut dire que tu l'as déjà planté à 3 ans. Alors, a priori, ça ne met pas 3 ans pour construire une maison. À leur époque, tu vois, ça veut dire, tu ne mettais pas 3 ans pour construire une maison. Donc, ça veut dire que si jamais, en fait, ça veut dire, si jamais, alors c'est vrai que tu n'as pas encore entamé la vigne, mais ça veut dire le business, tu l'as déjà, c'est pas encore rentable, quoi. On ne te demande pas que tu aies des bénéfices, tu vois déjà, mais au moins, si tu veux, tu as le business, tu as la machine qui fait l'argent, quoi. Tu as la vigne qui produit. Et ok, mais ça fait déjà 3 ans que tu l'as planté, ça met 4 ans avant que tu puisses. C'est que à la 4e année où tu vas engranger des bénéfices. Donc c'est ça ce que Maïmonide veut dire. C'est pour ça que c'est pas une question. Ça veut dire, c'est comme ça que tout le monde répond. Ça veut dire comment est-ce que tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que ça se rétablit avec l'ordre des versets. C'est que quand la Torah te parle de celui qui a planté une vigne et qui l'a pas inaugurée, ça veut dire en fait qu'il a planté il y a déjà au moins 3 ans. Et donc maintenant, ok, à la 4e année, il n'a pas encore inauguré, mais ça veut dire, mais il a sûrement planté avant de construire la maison. Ça veut dire même s'il n'avait pas encore mis les bénéfices. Tu vois, alors, ok, alors maintenant, comment, moi, je peux utiliser ça pour redire dans notre Bamanou quand le Cohen, il parle, tu vois, donc, je peux dire, peut-être, tu vois, ça veut dire, je voulais dire un truc comme ça, je voulais dire que, en fait, ça voulait dire que comme on a vu que le Yerushalmi dit que les discours qui étaient dits sur la, comment dire, sur la frontière, il était traduit, etc., et que c'était pas en langue originale, et que donc c'était, si tu veux, en fait, on a l'impression, en fait, que ces exemptions, elles étaient, je sais pas comment expliquer, on va dire, elles étaient à prendre au sens large, peut-être. Et que puisqu'à la fin, celui qui avait peur pouvait rentrer. Donc c'est peut-être ça ce qu'il voulait dire. Il voulait dire en fait, on commençait avec le business, tu vois, à savoir, tu vois, ça veut dire qui c'est qui est, tu vois, ça veut dire qui c'est qui a commencé un business et qui est, tu vois, et là je pense que savoir est-ce que tu as déjà pris, en fait, tu vois, des bénéfices sur un business, etc. Est-ce que tu penses que ce que tu vas faire, puisqu'en réalité, pour être honnête, à part ça, il y a un autre passage dans la Gemara et dans le Midrash qui dit que pourquoi on avait donné ces exemptions à celui qui était fiancé, à celui qui avait un business, qui avait planté une vigne, etc., ou qui avait construit une maison. C'est la Gemara dit, c'est parce qu'en fait, on voulait pas que, si tu veux, on voulait pas stopper l'économie d'Israël au moment de la guerre. Et ça veut dire que tu vois, tu commences à celui qui est fiancé, qui va se marier, il va avoir des gosses et compagnie. Donc, si tu veux, c'est ceux-là qui font augmenter le plus. La même chose pour celui qui a planté une vigne et tout ça, donc il n'a pas encore inauguré. Donc, ça veut dire qu'il va finaliser son business. Donc, c'est celui aussi que, pour l'économie, il va être le plus positif. La même chose avec la maison, évidemment, avec, ça veut dire, comment ça s'appelle, l'immobilier, c'est le corps de la bataille de l'économie. Et donc, tu vois, et donc, ça voulait dire ça. Et donc, ça, c'est la Gemara qui le dit. Donc, selon ça, on peut dire que c'est ça l'explication. Ça veut dire que quand Maïmonide, il parle de la vigne, ça veut dire, ok, ça veut dire, en fait, c'était un truc de savoir qui c'est, en fait, que pour l'économie d'Israël, il était important, et c'est déjà sur la frontière. Donc, c'était plus de manière plus large que une vigne, un appartement ou un truc comme ça. C'était qui sait, en fait, que ça valait pas le coup pour lui qu'il aille sur le front et qu'en fait, ça aurait été mieux qu'il reste dans l'économie pour faire fructifier l'économie du pays pendant la guerre, quoi. Et c'est peut-être ça pour ça qu'il a pris cet exemple de la vigne plutôt que les autres. Voilà. Ah, c'est une réponse, tu vois, qui voit ce qu'elle vaut, tu vois, mais c'est quand même que Mamie, dans les voies de la connaissance, il a pris la vigne comme l'exemple du business, c'est sûr. Tu vois, pour lui, c'est ce qu'il apprend. Donc, ça veut dire que donc, la vigne, c'est pas vraiment la vigne, c'est le business d'une manière générale, quoi. Et comme je dis, la Gemara le dit qu'en fait, ceux-là qui rentraient, c'est parce qu'on voulait pas que Israël rentre en récession pendant la guerre. Tu vois, ça veut dire parce que c'est ceux-là qui, en fait, qui faisaient marcher l'économie le maximum, quoi. Voilà, donc je sais pas, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce cours, voilà, sur cette rabette. Je sais pas, sorti ce qui est sorti. J'ai un peu rajouté par rapport à ce que j'avais dit dans la première. En plus, comme je dis, dans la première version, j'avais fait une erreur. Bref, j'ai pas envie de la dire parce que c'est pas la peine de rentrer des erreurs alors qu'on les a. Voilà. C'est tout, je pense. Voilà, j'ai entendu un truc sur l'ordre, sur les ceux qui avaient peur à la fin. Ouais. On les mettait à la fin pour qu'ils puissent. Pour pas qu'ils aient honte de dire qu'ils ont peur et qu'ils repartent avec ceux qui ont une vigne, ceux qui ont une maison, ceux qui ont machin, et qui se mêlent au truc et qu'ils n'aient pas honte de leur peur, quoi, pour pas qu'on les monte du doigt, quoi. Bon. Ouais, non, ça, c'est la Gemara qui dit ça.
Ouais, non, c'est l'Agmara qui dit ça, c'est l'Agmara. Mais ce que je veux dire, pour moi, l'idée, c'est que justement, le truc, il fallait qu'il sache s'il avait peur ou pas, tu vois. Et je pense que, tu vois, parce qu'on parle d'un type qui est honnête, on parle pas d'un mec, tu vois, et ça veut dire, parce que, voilà, comment un type, il va savoir? Je sais pas, ce que tu sais, c'est comment tu vas réagir si tu es devant un tank, je sais pas, tu vois. Tu vois ce que tu vas, on n'en sait rien, tu vois ce que je veux dire, on n'en sait rien. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, tu vois, cette période-là, en fait, selon Maïmonide, elle était nécessaire, en fait, justement, qu'en fait, dans le verset, je pense qu'il est important, c'est quand il dit qu'il ne va pas rendre le cœur des autres, tu vois ramolli comme le sien. Je pense que c'est vraiment l'idée de l'impact qu'on a sur les autres et que ça, c'était jugé si on était déjà dans le groupe. Et que je pense aussi que pour que ça soit possible de juger, il fallait qu'il y ait des gens exemptés à l'intérieur, tu vois. Que ça servait, tu vois, c'est le mélange de types exemptés, de types qui vont y aller, de types qui. Et justement aussi que le type il réagissait au Cohen, tu vois. Tu vois, ça veut dire, il y a aussi ça, tu vois, c'est comment tu réagis à ton leader, tu vois. Parce que là comme tu vois, avec l'histoire, comment dire, tu vois, de celui qui lève les mains et tous ces trucs-là, je pense que c'était de Moshe Rabbeinu, c'est beaucoup ça. Ça veut dire, le leader, les chefs d'armée, les Sarets Tsevot, ils ont un super grand rôle, tu vois, par rapport à ça, à savoir est-ce que le type, il va. Des fois, tu peux être super motivé, et puis quand tu vois ton Yeshiva, tu te dis, ah, purée, il fait tellement chier ce mec-là, je ne vais pas ouvrir un bouquin aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, et donc je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, on mettait les leaders que lorsqu'on avait vu qui était, en fait, tu vois, ça veut dire quel était l'état, le moral des troupes, tu vois, quelle synergie ça avait créé, tu vois, ça veut dire la période, en fait, tu vois, du camp, elle servait à savoir, en fait, tu vois, quel était l'impact du Cohen? Est-ce que le Cohen, le premier discours, il avait marché? Est-ce que ça avait, au contraire, ça avait fait baisser, tu vois, ça avait démotivé? Est-ce que, tu vois, il avait été clivant? Est-ce que pas clivant? Est-ce que tous ces trucs-là, tu vois, je pense qu'il y avait besoin d'une période, c'est Maïmonide, c'est comme ça qu'il le voit, tu vois, une période d'essai où les troupes, elles étaient ensemble. Et c'est sûr qu'on mettait des généraux, je pense, selon Maïmonide, déjà dans la caserne, comme le Yerushalmi dit, mais ça veut dire qu'en fait, c'est jusqu'à ce que toute cette période elle se passe, en fait, rien n'était fixe, quoi. Et en fait, on se donnait la possibilité de changer jusqu'à la dernière minute. Justement, quand on a enlevé ceux qui avaient peur, ceux qui étaient exemptés, c'est qu'à ce moment-là qu'on disait, OK, maintenant, on va former un groupe comme ci, on va former un groupe comme ça, etc. C'est quelque chose comme ça, tu vois. Et que, tu vois, à mon avis, c'est ça ce qui fait sens. Ça serait ça l'idée qui fait sens, tu vois, selon Maïmonide, c'est qu'il fallait une période. Il fallait, en fait, un groupe, tu le juges dans une période où il n'y a pas de combat, et tu le juges aussi dans une période, tu vois, ça veut dire avec des gens qui vont même pas y aller, tu vois. Je pense que c'était important pour juger la synergie du groupe, qu'il y ait des gens qu'on sache qu'ils ne vont pas participer au combat et qu'ils fassent partie du groupe, tu vois. Tu vois, des choses comme ça, tu vois. Je ne sais pas exactement psychologiquement pourquoi, mais c'est ce qu'on voit. Enfin, j'ai l'impression comme ça. C'est ce que j'aurais vu comme explication. Ouais. C'est tout ce que j'ai pu sortir sur ça, whatever it is. Et ouais, voilà, etc. Je vais rentrer dans plus que ça. Voilà, c'est vrai, tu vois, j'ai bien aimé l'idée des officiers qui sont trop occupés le jour de la bataille à traduire le discours du Cohen. Et comment les Yerushalmi comprend que, comme un parti pris évident que dans l'armée, personne ne comprend l'hébreu. Ça, c'est encore plus rigolo, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ils n'avaient pas imaginé qu'en fait, dans l'armée, les mecs, ils parlent hébreu, quoi. C'est pas possible. Plus généralement, ils ne parlent pas l'armée, quoi. Je veux dire, a priori, les troupes, tu as besoin de comment ça s'appelle, d'officiers et de sous-officiers pour passer les consignes parce qu'ils ne parlent pas général, quoi. Tu vois. Il y a un vrai besoin de transmettre l'information quand elle part de là-haut avant qu'elle arrive à la dernière troupe en bas. Il faut bien que la recadrer, la remettre dans les. Moi, je pense que c'est bizarre, mais moi, j'y connais rien. Je ne suis pas spécialiste de la guerre. La seule chose que je connais, c'est dans les films. Et j'ai l'impression qu'il y avait ça, que même dans la. Je sais pas, moi, je pense au truc des briefings qu'ils faisaient avant les batailles. En fait, ils ne savent pas exactement qui va prendre le flanc droit et qui va prendre le flanc gauche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le brief. Moi, je parle des batailles parce que les derniers films que j'ai vus, c'est sur les trucs, les avions. Ils disaient, ouais, bah, tel truc, toi, tu vas faire cela et toi, tu vas faire ça. Mais ils le décidaient vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que vraiment, le chef, finalement, de l'action, il est décidé dans les heures qui précèdent la bataille réellement. Parce que voilà, ça dépend de toutes les informations qui sont arrivées. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que ça décrit quand même quelque chose qui pourrait se passer aujourd'hui, quoi. C'est pas si loin de penser qu'on ne sait pas quel général, c'est-à-dire on ne sait pas quelle troupe je vais envoyer à droite et quelle troupe je vais envoyer à gauche. Ça se décide en fonction des dernières données que tu as dans la pratique, quoi.
Si tu as découvert qu'il y avait une batterie d'artillerie à gauche, tu ne vas pas envoyer les mêmes mecs que si c'est des chars ou tu vois. Je pense que ça pourrait être ça, quoi. Et ça paraît très réaliste, en tout cas. À mon avis, qui ne fait rien, parce que je n'ai pas fait la guerre, pas fait l'armée, je n'y connais rien. Mais Yves, tu as plein d'infos, toi. Sur la guerre. Non, mais c'était effectivement un stratège comme Napoléon, c'est ce qu'il faisait, quoi. Il improvisait, si tu veux, il improvisait sur le champ de bataille. C'était a priori, il n'y avait pas de tactique préétablie la plupart du temps. Bon, à moins si tu veux, il y a toujours une phase de préparation, si tu veux. C'est des phases de mouvement, etc., dans lesquelles tu veux te retrouver dans la position la plus favorable, ou feinter, ou faire des ruses, etc., pour pouvoir te retrouver dans une bonne position. Mais après, bon, là, effectivement, tu improvises, comme tu dis, en fonction de ce que tu vas découvrir exactement du positionnement sur le terrain, etc. Et tu vas décider d'envoyer un tel, ou de garder, tu vois, de tes généraux, etc. Tu en disposes, en fait. On voit que tous ceux qui n'ont pas improvisé, du style Lynn Maginot, on a une stratégie en béton, on n'en bougera pas. Non, c'est pas possible, ils attaqueront jamais par les Ardennes. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la conceptia. Là. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé un peu à l'armée israélienne, si tu veux. Dès que tu t'enfermes comme ça dans une idéologie, comme ça, que tu penses avoir tout verrouillé, tout prévu, etc., c'est précisément à ce moment-là, certainement que tu révèles tes faiblesses et que tu es sûr de te prendre une banane, quoi. J'ai l'impression, hein. Donc, mais ce qu'il y a de plus difficile, quoi, hein, c'est. Je pense, voilà, c'est difficile. Il faut être alerte, il faut être vif, certainement. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'être dans l'improvisation comme ça. Alors, bon, ces circonstances, je sais pas. Il faut quand même un général, il faut quand même quelqu'un a priori qui va pouvoir décider de tout ça. Hein. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Après, le Cohen en question, là, c'est pas seulement un Cohen, quoi. C'était un gars qui connaissait la guerre, quoi. C'est lui le leader. Le leader après, t'as beau être leader, il faut avoir des hommes, il faut avoir les trucs, quoi. Moi, ça me paraît cohérent, quoi. Moi, c'est sûr, mais je pense que c'est pour ça que Maïmonide, il a passé les Yerushalmi. On a l'impression que les Yerushalmi, c'est des mecs qui n'ont jamais vu de la guerre de leur vie, quoi. Ça, c'est clair. Et que tu vois, les mecs qui voient comme dans les bouquins, tu vois, ils voient tout organisé, tout ces machins. C'est clair qu'on a l'impression vraiment des mecs qui ils sont vraiment à l'ouest, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Même. Mais ce qui est étonnant, je pense aussi, c'est quand même étonnant, je pense qu'il y a quelque chose derrière à comprendre, tu vois, pourquoi est-ce que justement sur ces passages de la guerre, on a l'impression que, en fait, tu vois, c'est comme si dans le passage de la Torah, il a voulu, ça c'est si on veut vraiment parler de manière romantique ou poétique, et justement en n'étant pas dans l'ordre, il a voulu comme montrer le désordre qu'il y a dans la guerre, dans le passage, tu vois, en ne gardant pas un ordre chronologique, quoi. Parce que c'est sûr que c'est étonnant quand même, tu vois, pourquoi est-ce que le verset, si jamais le Cohen il parlait deux fois, s'il y a un passage à la caserne, s'il y a tout ça, pourquoi le verset ne le dit pas, tu vois, pourquoi le verset il mélange tous les discours ensemble, tu vois, ça reste bizarre, tu vois. On a l'impression en fait que c'est comme si on avait voulu te montrer comme si, voilà, il y a un désordre, tu vois, dans la guerre, et tu vois, tu verras un peuple, tu vois, c'est comme, je sais pas, il y a une forme qui est clairement, c'est sûr ce qui sauve, ce qui fait qu'on ne se pose pas ces questions quand on lit le texte, c'est parce que le texte, il paraît justement au niveau, on va dire littéraire, il paraît bien écrit, parce qu'on dit, voilà, il commence par l'impression la plus forte, en disant, tu vas aller devant la guerre et tu vas avoir une armée plus nombreuse que toi, etc., et blablabla. Et après ça, il commence, tu t'approches. Tu vois, ça veut dire, c'est pas écrit comme une mitzvah, c'est pas écrit comme les autres passages de la Torah où on te dit, voilà, le Kohen, il doit dire ça, tu dois dire ça, il y a 2 étapes, tu vois, non, on te raconte ça d'une manière vraiment, tu vois, comme si c'était une histoire, tu vois, on te dit, voilà, quand tu vas te rapprocher de la guerre, tu vas avoir un peuple nombreuse, mais avant la guerre, il faut faire ça, et puis ça, et puis cette partie des histoires, elle est avant, et puis tu mettras des. On a voulu, comme si c'est dans le texte, on a voulu d'une manière littéraire, ça veut dire l'effet émotif de la guerre, il est retranscrit littéralement d'une manière littéraire très fort dans le texte, c'est trop bien, on va dire. Mais ça, c'est fait, en fait, aux dépens de la clarté anarchique, quoi. Et ça, c'est hyper étonnant dans le texte de la Torah, quoi. Ça, tu vas pas trouver ça ailleurs.
à mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à priori, il y a des avis différents. On ne peut pas penser qu'il y avait des gars qui retournaient à différentes étapes de la guerre. C'est-à-dire qu'il y en a qui perdaient leur sang-froid à la frontière, d'autres après, ainsi de suite, quoi. Parce que justement, l'histoire, c'est que c'est intéressant, parce que ça, c'est le vrai point, c'est qu'il y a un turning point, c'est-à-dire il y a un point, tu vois, si tu veux, comment dire, je sais pas comment expliquer, il y a un point de rupture. Bon, en fait, si tu veux, les gens ne peuvent plus retourner, tu vois. C'est ça ce qu'il te dit, c'est que quand on met les chefs d'armée, etc., si jamais quelqu'un veut retourner en arrière, on peut le tuer, etc., etc. Et donc, si tu veux plus, une fois qu'il y a un point de rupture où c'est fini, tu vois, il y a plus, rien ne va plus, quoi. C'est comme au casino, ça veut dire, ceux qui ont décidé de rester, ils restent, ceux qui sont là, ils sont là, et maintenant, on stick to the plan, ça veut dire, et tu vois, c'est l'histoire, c'est que je te dis, à un moment, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, il y a une souplesse, etc., mais après ça, on te dit, Vessaro, tu vois, c'est quand il dit, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara, est-ce que Maïmonide dit, tu vois, attends, je vais essayer de récupérer le texte, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, c'est ce que Rachid veut dire quand il dit que Rachid, lui, c'est super bizarre parce que, comme je vous dis, ça, je l'aurais dit dans le premier cours, mais c'est que Rachid dit que les généraux dont il est question, c'est pas les généraux, tu vois, ça veut dire, tu vois, il dit, voilà, seconde. Tu vois, ça veut dire s'arrêter ses votes, parce que Rachid se demande, lui, il explique les chefs d'armée, ce qui est super bizarre, parce que Rachid, normalement, il explique le sens littéral, mais lui, il dit non, c'est pas les chefs d'armée, c'est des gens qui sont avec des lances. Tu vois, j'ai même dit Zakafin, Milifnem ou Machareem, ça veut dire Zakafin, c'est des gens qui sont là pour redresser les gens qui tombent. Tu vois, et on le mettait devant et derrière, les Kachilin, Shel Barzel, Bidem, ils avaient des lances en fer dans leurs mains. Le Kol Michel Arzor est celui qui veut revenir chez lui et qui veut partir de la guerre ou qui veut rentrer. Un Réchout Beyado, les Fakir, et Shokav, ils avaient le droit de prendre les lances et de leur fracasser les jambes. Donc voilà, Zakafin, il dit Rashi, Bene Adam, Amdim, Bixer, Amaracha, ça veut dire des hommes qui se mettent à l'angle du régiment ou de l'armée, Niskov, Anoflim, pour soutenir ceux qui tombent, ou le Chazekan, Bidvarim, et pour les renforcer avec des discours ou avec des paroles. Shuvu la milchama, velot anusu, ça veut dire ils avaient et le discours et la lance, quoi. Tu vois, ça veut dire, on vous dit allez-y, mais si vous n'y allez pas, sinon on vous tire dessus. Donc, vous avez le choix, quoi. Tu vois, c'est un discours. C'est très moderne, hein. Ouais, c'est des vraiment, on sous-officiers, aime ça. Pardon? C'est pas des sous-officiers, c'est pas les mecs qui sont censés faire oui, avancer. C'est des sous-offres, c'est des sous-offres, quoi. C'est ceux qui mènent les troupes. Et en même temps, bon, c'est les mitraillettes de Staline à l'arrière, quoi, qui mitraillent tous les types qui rebroussent chemin, qui. Ça veut dire Poutine aussi. Hein. Oui, sûrement, on ne connaît pas. Ben, on sait que l'armée russe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça marchait comme ça. Ceux qui fuyaient étaient descendus illico, quoi. Je pense que les meilleurs. C'est terrible. C'est le chemin des dames en France. C'est le chemin des dames à la guerre 14. Mais on voit qu'il y a un moment, effectivement, il y a un moment crucial où on rentre dans quelque chose d'un peu chaotique et où le moindre effet de panique, en fait, c'est comme le bétail, hein, bétail. Bon, ça, c'est des exemples qui sont donnés dans le livre d'Abessera. Il y a correspondance entre les mots parce qu'effectivement, bon, dans le bétail, il y a un simple mouvement de panique et je veux dire, c'est tout le troupeau qui fuit, quoi. Donc, il y a un moment, il semble qu'il y a un moment comme ça qu'on puisse pas vraiment maîtriser comme ça, qui sont un peu de l'ordre du chaotique comme ça. En règle générale, bon, c'est connu que les gens ont énormément de mal à décrire ce que c'est qu'une bataille, quoi. Je veux dire, c'est très difficile à décrire. Tous les grands, enfin moi, tout ce que j'ai pu lire, tous les grands généraux, etc., toutes les relations de bataille, tout le monde avoue que c'est une espèce de chaos, quoi. Et c'est extrêmement dur de trouver un ordre là-dedans, quoi. Voilà, malgré tout. Et on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, à un moment, là aussi, la bataille va basculer. Il va y avoir, en fait, on va voir qu'il y a toujours un moment comme ça, un détail qui va faire que la pièce, elle va tomber d'un côté ou de l'autre, quoi. Ça, c'est souvent aussi des choses qui ressortent dans les récits des généraux ou des capitaines ou qui va faire qu'ils gagnent ou ils perdent la bataille, quoi. Évidemment,
sur le moment, quoi. Bon, après, évidemment, on peut donner beaucoup d'explications, etc. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais enfin, bon, sur le moment, je veux dire, c'est souvent des choses qui paraissent infimes comme ça, un simple mouvement de troupe ou un type seul qui va redresser une situation à un moment donné, qui va faire que la bataille bascule, quoi. C'est souvent ça peut paraître du détail comme ça. Bon, moi, je pars du principe souvent aussi que, je veux dire, à partir du moment où il y a une opposition, il y a une bataille, même si a priori, je veux dire, c'est pas par hasard que deux adversaires se retrouvent ensemble, même si a priori, on va dire, il y en a un qui peut paraître beaucoup plus fort que l'autre. À partir du moment où ils sont en présence pour une bataille, ça veut dire que chacun a ses chances de gagner, quoi. Chacun a ses chances de gagner, quoi. Comme ça, chacun avec ses armes, hein, c'est sûr que bon, tu vas voir des mouvements terroristes comme ça qui sont dans le monde. A priori, ils sont sûrement, ils peuvent paraître beaucoup moins forts que, je sais pas moi, des Américains ou autres, mais ils ont certainement aussi la possibilité de gagner. On voit que des guérillas, ils ont triomphé d'armées beaucoup plus puissantes, quoi. Donc, voilà, c'est propre de la guerre, quoi. Ouais, non, Bon, enfin bref, je pense qu'on s'éloigne du sujet, là. ah, mais c'est ça. Non, je sais pas. Là, j'écoute, mais pour moi, ce qui est super difficile, c'est de savoir pourquoi est-ce que, tu vois, c'est pour moi l'explication de Rachid, de dire que les chefs d'armée, c'est ça, quoi, c'est des sous-offres, comme tu dis. Pour moi, c'est pas, tu vois, en plus, c'est marqué à la tête du peuple, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme je leur ai dit dans le cours de samedi soir, je pensais pas que les mecs, ils vont s'enfuir vers l'avant, tu vois, je veux dire, tu vois, j'en sais rien, mais comme je dis, t'as tout vu, quoi, je veux dire, t'aurais tout vu, mais tu vois, je sais pas, tu vois, c'est étrange, tout ça, c'est dire, tu vois, Maïmonide, dans tout cas, il n'a pas expliqué comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'a priori, cette histoire-là, ce qu'il dit, tu vois, qu'on met des mecs qui sont là pour relever les autres, etc., si tu veux, c'est une dracha qui est faite, si tu veux, du verset, tu vois, en disant on mettra des chefs d'armée, mais c'est pas le sens littéral, si tu veux. Ça veut dire, pour moi, ce qui m'étonne, c'est que Rachi, normalement, il va toujours expliquer le sens littéral des versets. A priori, les Saret Tsevaot, dont il est question, c'est vraiment les généraux, les officiers qui vont guider l'armée, Berosham, qui vont être à la tête du peuple ou qui vont guider l'armée. Et c'est comme ça que Maïmonide, il explique dans les Chazaka. Tu vois, ici, Rachi, on a l'impression qu'il a eu aussi ce problème d'Irushalmi de dire comment c'est possible qu'on met des généraux tout à la fin et tout ça, etc. Et que donc, il dit, ouais, non, c'est pas vraiment des généraux, c'est des mecs, c'est des sous-offres qui sont là pour empêcher les gens de s'enfuir, etc., etc. Mais bon, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas comment Bichlal, pour moi, c'est étrange qu'on puisse même penser, expliquer que c'est comme ça, tu vois. En même temps, c'est la même étrangeté que tu décrivais dans la chronologie. Il y a une étrangeté dans les noms aussi, quoi. Ouais, vas-y, et que finalement, des généraux, ils se retrouvent en bas, machin, c'est peut-être la même logique, pas littéraire, mais en tout cas pour montrer que c'est. Voilà. Mais c'est étrange. Rien n'est normal dans la guerre. Mais il y a aussi la junte militaire, c'est quand même une secte à part. Et psychologiquement très intéressant. Si on n'a pas abordé ces éléments, on est vraiment hors. On ne peut jamais comprendre un militaire si on n'a pas eu la chance de faire son service. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette manipulation. Tu as fait l'armée, tu as un truc, tu as une femme. C'est une manipulation, c'est une mise en train, parce qu'on a besoin de les mettre. Il y a tout. En plus, quand on est dans un groupe, on a une psychologie du groupe qui est différente. Donc, il y a plein de choses qu'il faut. Déjà, le côté militaire, c'est une secte. Hein, c'est sûr que c'est vachement intéressant. Hein, j'ai passé une année qui m'a permis de réfléchir beaucoup, une introspection. L'année que j'ai passée en tant que militaire, puis j'ai fait mon service national en tant que médecin en Allemagne, et encore de troupes dans les régiments d'artillerie, mais c'est une année qui m'a permis de décider de mon sort. À titre, je voulais faire une gynéco, j'ai fait dermato. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, dit mon sang, qu'est-ce que je vais faire? Mettre au monde des gens qui vont peut-être être soldats. Je préfère faire les soigner, voir superficiellement, juste par l'extérieur. Bon, enfin, tu vois, cette pensée me vient en discutant, parce que moi, j'ai jamais eu, parce que loin de moi, du Lachon Hara sur une secte quelconque.
Non, non, Bon, je parle de la France, hein, je parle de corps de troupes qui ne sont pas de Tsahal ou autre chose, c'est évident. Hein. Je sais rien. Je sais pas, parce que non, parce que moi, si on commence à raconter des anecdotes, moi, je peux raconter, moi, j'ai pas d'anecdotes dans l'armée, bien que j'étais dans des bases militaires plusieurs fois, parce que c'est pour plein de raisons, mais ça veut dire pas pour servir, tu vois, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que moi, non, parce que comme vous m'avez fait penser à la bataille et ces trucs-là, moi, là, la seule chose, la chose la plus proche que moi, j'ai vécu qui ressemble à une bataille, c'est quand il y a eu le 11 septembre, que moi, ça veut dire, tu vois, nous, notre yeshiva était juste à côté des Twin Towers, tout ça. Donc en fait, ça veut dire, et donc comme nous on a vu, ça veut dire, on était là, quoi. Ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, et le truc, c'est pour te dire quand tu veux pas savoir qui c'est qui a peur, qui c'est qui a pas peur, etc. Parce que tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, il y avait vraiment à ce moment-là un moment de panique, mais tu vois, général, etc. Et tu vois, partout, tu vois, et tout le monde arrive à la yeshiva, machin, blablabla, etc. Et moi, je sais pas, c'est comme si, tu vois, c'est comme si rien ne se passait, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, en fait, l'histoire, c'est, tu voyais, parce que je expliquer un truc, parce que nous, tu vois, ce qu'on voyait, c'était les mecs, tu vois, ils revenaient, tu vois, moi, comme je suis, ok, moi, je suis spécial, c'est là où tu comprends que des fois, les mecs les plus idiots sont les plus utiles, tu vois, mais tu vois, c'est qu'il y avait le, donc, tu vois, les mecs, ils revenaient, tu vois, si tu veux, recouvert de fumée, tu vois, machin, etc. Ça veut dire, tu vois, avec les habits brûlés, tu vois, ça veut dire, nous, ça veut dire, tu vois, nous, on est, les mecs qui avaient pu s'enfuir, si tu veux, si tu veux, ils ont été descendus. La première chose qu'ils ont été, tu vois, c'est ils sont venus à la yeshiva parce que, tu vois, si tu veux, nous, si tu veux, tu vois, si c'est un juif, tu vois, ce qui est, tu vois, etc., ils disent, tu vois, viens à la yeshiva. Et les magasins, les mecs, ils étaient, tu vois, c'est-à-dire ceux qui s'en étaient sortis, ils étaient tellement contents, tu peux t'imaginer sur la blague. Donc, en fait, tu vois, et surtout là-bas que dans les Twin Towers, en fait, il y avait les mecs, crois-moi, je te jure, c'est vrai, ils sont tous arrivés avec des bouteilles, tu vois, et ça veut dire, et des gâteaux. Alors que tu vois, ça veut dire que tu vois, parce qu'il restait encore, tu vois, ils n'avaient pas le temps de fermer les bakeries et les machins, etc. Tu vois, parce que le temps que les gens ils réalisent, tu vois, l'ampleur du truc, que le Pentagone il était attaqué, que tu vois, ils coupent tout, etc. En fait, tu vois, il y a eu 1 heure ou 2 où tu vois, en fait, tu vois, chez nous, à Yeshiva, c'était, si tu vois, c'était, on comprenait rien à ce qui se passait, mais c'était plus, tu vois, comme une sorte de, je sais pas comment expliquer, c'était la fête, quoi, si tu veux. Parce que, tu vois, nous, on voyait pas les morts, on voyait que les survivants. Tu comprends, les survivants étaient super heureux de s'en être tirés. Et tu vois, tu vois, et donc, tu vois, ils avaient ramené des bouteilles, des gâteaux, des machins, etc. Et tu vois, et je me rappelle, tu vois, les mecs, ils vont devoir faire des télim et tout ça, etc. Je dis, ouais, pourquoi on va faire des télim, tu vois, tu vois, moi, je comprenais rien, tu vois, de ce qui se passait, tu vois, alors que, tu vois, les mecs, ils arrivaient, tu vois, si tu veux entendre, tous les autres, tu vois, ils étaient partis pour aider, pour faire du secourisme et tout ça, etc. Tu vois, moi, j'étais, comme si, tu vois. Mais ça c'était parce que c'était un accident aigu. Mais Ouais. quand il s'agit de quelque chose à long terme, les gars de la Shoah, par exemple, les survivants de la Shoah ne apportaient pas des gâteaux. Parce que c'était à long terme. Mais quand c'est un truc aigu comme le 11 septembre, c'est Ouais. sûr que Non, mais je pense que on peut fêter ça. non, mais je pense que ça se rapproche plus d'une bataille, je pense, parce que, tu vois, je me rappelle quand j'avais raconté ça une fois à quelqu'un, et tu sais, me dit, ah oui, mais ça ressemble. Et c'est vrai, moi, ça m'a fait aussi penser à, parce que c'est après coup que tu comprends, tu vois, ça veut dire, c'est après coup, mais sur le coup, tu comprends rien. Ça veut dire, et parce que tu vois, c'est dans Stendhal, quand il parle de la bataille de Waterloo, en fait, c'est aussi comme ça, le roman, il commence comme ça, où le type, tu vois, les types, il dit, ah, il y a eu ça, le mec, il est soldat, il comprend rien, tu vois, ça, tu comprends ni c'est une victoire, ni une défaite, que tu comprends ça que, tu vois, pour les soldats qui sont tout au bout, tu vois, etc., qui comprennent rien, ils voient une cohue, etc., ils comprennent même pas ce qui s'est passé, et puis bon, tu vois, à la fin, ça fait aucune différence qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça change rien, en fait, tu vois, et un truc comme ça, c'est quand tu es tellement proche de l'histoire, c'est que quand tu es dans l'action elle-même, en fait, tu vois rien, tu peux pas avoir peur. Comment après ça, j'ai vu, tu vois, ça veut dire ce que parce que tu vois, quand nous, on pouvait plus appeler personne pendant 3 ou 4 jours, mais c'est quand après, parce que, en fait, j'ai vu qu'à la télé, ils montraient les mecs qui sautaient des twins et tout ça, etc., qui sautaient des tours. Nous, on voyait pas ça. Quand tu étais en bas des tours, tu voyais rien. Tu voyais pas les mecs qui sautaient, tu voyais pas les trucs qui machin, etc. C'est pour ceux qui l'ont vu à la télé, vu filmé par un hélicoptère. En fait, c'était vachement plus, si tu veux, angoissant, vachement plus qu'un air fort, etc. comme truc, que pour celui qui était dedans. Parce que celui qui était dedans, tu vois, il voit des mecs qui courent, il voit des trucs, il voit des machins, des trucs, ok, tu dis, ok, on va faire des télé. Tu vois, c'était comme ça, c'était, si tu veux, c'était quand tu étais dedans, en fait, c'était beaucoup moins angoissant que si tu le voyais à la télé, quoi. Après, moi, quand j'ai vu, tu vois, les trucs sur les infos, tu vois, trucs que j'ai vu, ce que les gens ils avaient vu, je me suis dit, waouh, ah purée, mais tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un gros dire, tu vois, c'est-à-dire, je pense que dans une bataille, il y a beaucoup de ce côté-là, c'est que tu te rends compte de rien, en fait, c'est trop gros pour que tu puisses, et puis tu te mets en mode, tu vois, si tu veux, bon voilà, ok, c'est surnaturel, donc
Tu vois, C'est pour ça que les chefs, les commandants sont à l'extérieur du champ de bataille pour pouvoir bien voir. Autrement, on ne voit rien quand on est dans la. tu vois rien, en fait. Pour pouvoir commander, il faut être à l'extérieur. Je ne sais pas si Napoléon, lui, il n'était pas à la tête de ses troupes. C'est un peu une exception. C'est que sur le pont d'Arcole, là, c'est tout. Ouais, ouais. C'était pour le tableau. Quoi? C'est C'était pour pour le l'image. tableau. C'était pour le tableau. Pour le tableau, pour l'image, ouais. C'était pour Mais si on pouvait faire une vérification, une enquête, je suppose qu'il était aussi sur une colline, bien à l'abri. Ça dépendait de la topographie, ce qui pouvait s'assurer comme position. Enfin, le plus grand, quand même, le plus grand général de tous les temps, Alexandre, il était non seulement à la tête de ses troupes, mais il participait au combat et était même, je veux dire, dans le moment le plus décisif. Hein. C'est lui qui menait ses troupes. Et suivez mon panache blanc, on sait aussi, bien sûr. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est les décisifs pour la défaite. C'est pour le tableau. C'est miracle, là, à chaque bataille, Napoléon, il bouffait 10, 15 généraux, si tu veux, et les gens étaient à la tête des troupes. Hein. Ceux qui restent à l'arrière, oui, c'est la ligne Maginot, là. C'était sûr de perdre la bataille. Je pense que le général Gamelin, qui était il avait peur, enfin, il menait depuis le château de Vincennes avec des pigeons voyageurs pour commander l'armée française. C'est véridique, hein. Oui, Des pigeons voyageurs, ils avaient peur du voyageurs. piratage déjà, du piratage des lignes, de l'espionnage. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de chances de gagner, quoi. C'est le berce. c'est clair. Eh ouais. Non, c'est... Ah, il doit devenir, c'est pas j'en sais comme dire. Enfin bon, c'est intéressant. Voilà, les pigeons voyageurs sont les soldats, c'est ça, les pigeons. Et non, c'est... Il faut demander à Alexandre Nemny qui nous ramène un général faire une conférence. Quoi Vas-y, allez, bonne journée. Bonne journée. Merci pour tout. À bientôt. Merci.